bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour la rencontre annuelle, qui devient un rendez-vous maintenant, des actrices et des acteurs inspirants qui font bouger la santé mentale sur tout le territoire français. Je suis Christelle, je suis journaliste. J'ai également créé un média sur la santé mentale que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Musaï. On essaye de faire de ce sujet un sujet accessible à travers des podcasts, des vidéos, des newsletters et des contenus éducatifs sur Instagram et TikTok. C'est possible. Je suis très fière aujourd'hui d'animer pour la seconde année en fait cette rencontre annuelle. Il y a 3 ans, j'étais à la place des personnes qui vont participer aux tables rondes. Donc c'est vraiment un engagement important pour moi. La conférence va mettre en lumière en fait des actrices, des acteurs inspirants sur la santé mentale, également les engagements de la Fondation et de la mutuelle Aesio. Et avant toute chose, je voudrais accueillir le Palais de Tokyo, Clémentine Delahaye, qui nous accueille gentiment ce soir. Merci, bonsoir à toutes et tous et bienvenue au Palais de Tokyo. On est vraiment très heureux de vous accueillir ce soir. Le Palais de Tokyo, que vous connaissez peut-être sûrement, premier centre d'art contemporain en Europe dédié à la création émergente. Alors vous êtes entré dans un bâtiment complètement vidé de ses publics et en plein chantier, si je puis dire. C'est parce qu'on est en plein montage des expositions. De la prochaine saison d'exposition qui ouvrira le 17 octobre, que vous aurez l'occasion de découvrir peut-être. On est très heureux d'accueillir la Fondation Aesio ce soir pour cette soirée annuelle. Cette soirée s'inscrit dans un partenariat entre le Palais de Tokyo et la Fondation Aesio qui date de 2023, puisqu'on avait répondu à un appel à projet qu'on avait remporté pour le projet et le développement du hameau. Le hameau, c'est ce lieu imaginé depuis très longtemps déjà, mais un lieu dédié donc à la médiation, à l'éducation et à l'inclusion. Il ancre l'engagement du Palais de Tokyo pour la santé mentale et le mieux-être par l'art. Ce sont 500 mètres carrés donc, au rez-de-chaussée qui sont des espaces d'ateliers, de rencontres professionnelles, de ressources aussi, qui permettent donc à chacun de se retrouver et de se retrouver autour justement des expositions notamment. Voilà. Donc une nouvelle fois, merci beaucoup à la Fondation Aesio pour ce soutien et sans qui rien n'aurait été possible. On était vraiment très heureux. Je conclus en vous souhaitant une très belle soirée à toutes et tous et vous remercie une nouvelle fois. Merci Clémentine. Juste après la conférence, il y aura également un cocktail donc dans une salle magnifique avec une très belle vue. J'inviterai donc tout le monde à rejoindre le cocktail. Vous pourrez poser toutes les questions aux porteuses et porteurs de projets à ce moment-là. Et s'il y a des journalistes présents dans la salle, vous pourrez rester juste un petit moment après la conférence pour poser vos questions. Mais trêve de bavardage, j'accueille maintenant autour de moi Marie-Françoise Barabas, présidente de la Fondation Aesio. Bonjour à tous. Patrick Grottier, président de la mutuelle Aesio. Et je vais accueillir également Angèle Malâtre-Lansac, déléguée générale de l'Alliance pour la santé mentale. C'est pas très élégant hein, quand même. Je suis désolée. Pour monter sur le siège. Mais une fois qu'on est en haut, on est bien installé. Comment ça va, Marie-Françoise ? Une fois qu'on est en haut, on est bien installé. Ben, ça va bien. Ça va d'autant mieux que je vois que vous êtes très nombreux à être venus et j'en suis très fière. Je vous remercie du fond du cœur pour votre présence ici ce soir. J'espère que cette soirée vous apportera beaucoup, comme à nous, à tous comme à nous. Voilà, alors aujourd'hui, 3e édition de notre événement annuel. On va fêter ça ensemble et on va fêter toutes les actions que l'on peut mener en faveur du bien-être mental. Aujourd'hui, 27 projets sont accompagnés et on continue à renforcer notre
notre communauté d'acteurs pour agir en faveur de toutes et tous. Donc voilà. Je veux dire merci à l'ensemble des membres du conseil d'administration de la Fondation Aesio, eux les premiers, parce que je sais que tout au long de l'année, on les sollicite beaucoup. Aujourd'hui, on leur a envoyé beaucoup de dossiers, 18 dossiers. 18 dossiers pour le prochain appel à projet qu'ils doivent étudier et c'est un engagement qu'ils font tout au long de l'année, c'est beaucoup de travail. Ils sont aussi, en fait, ce choix, c'est la garantie d'avoir des projets qui sont pertinents et la qualité aussi des témoignages que vous allez entendre tout à l'heure. Je voulais remercier notre financeur, la mutuelle Aesio, sans qui on ne peut rien faire. L'équipe opérationnelle de la Fondation, donc Elisa, Delphine, Lydia et Doria pour cette année, avec la direction de la communication d'Aesio pour cet événement particulier. Et également tous les porteuses et porteurs de projets qu'on va pouvoir entendre au fil des 3 tables rondes thématiques. Cette année, vous avez vraiment eu à cœur de mettre en avant justement les bénéficiaires, les personnes qui s'engagent au quotidien. Pourquoi cet engagement? Alors en fait, les porteurs de projets, ce sont la cheville ouvrière de tous nos engagements, sans qui on ne peut pas se rapprocher de l'ensemble de la population française. Ce serait trop compliqué et puis ça demanderait trop d'action. Donc sans les porteurs de projets, on ne pourrait pas remplir notre mission sociale. Donc un grand merci à eux, parce que sans eux, nous ne sommes rien. Ils vont venir, ils vont partager les constats, ils vont partager leur approche de terrain et les solutions qu'ils peuvent éventuellement entrevoir. Et vous, ça fait maintenant 3 ans que vous accompagnez des porteuses et des porteurs de projets. En quoi, en fait, l'année 2024 a été une année charnière pour vous? Non, on va dire que cette année, on a aussi fait intervenir des bénéficiaires, peut-être plus que les années précédentes, parce qu'on voulait vraiment dire aussi, c'est que tous nos travaux, toutes nos actions, c'est en faveur des bénéficiaires. Et c'est vraiment notre objet, c'est améliorer le bien-être mental des bénéficiaires. Ensuite, depuis cette année 2024, on a mis en place une étude d'impact social qui va nous permettre de qualifier nos actions et démontrer que mieux nous accompagnerons nos porteurs de projets et mieux ils pourront être efficients auprès des bénéficiaires. Alors, une année charnière, oui, parce que on a fait un nouveau baromètre IFOP en 2024. Il est sorti tout juste. Il vous sera révélé par Marion Schall en fin d'événement de ce jour. Donc vous en aurez non seulement les chiffres, mais la bonne interprétation, ce que je ne sais pas toujours faire. Mais on voit quand même cette année une première inflexion sur certains chiffres et bah, ça fait quand même plaisir, quoi, on va pas dire le contraire. En revanche, selon les chiffres du baromètre, 75% des Français considèrent que la santé mentale demeure un sujet tabou. Alors, en 2021, on n'était qu'à 69. Donc ça augmente. Mais est-ce que le fait de le reconnaître n'est pas un premier pas? On verra tout à l'heure et à la fin de nos tables rondes. Parce que, malgré tout, 95% des sondés sont d'accord pour dire que la souffrance psychique, ça peut arriver à tout le monde. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, on va dire, tout le monde a compris que ça peut arriver à tout le monde. Mais au même titre que la souffrance physique. Au même titre que la souffrance physique.
Donc voilà, donc il y a une reconnaissance de cela, tout comme il y a aussi une augmentation importante, puisque là on est à plus 8%, 10% de plus, c'est quand même beaucoup, sur un an. Le nombre de sondés sont d'accord pour dire que chaque individu a le pouvoir d'agir sur sa propre santé mentale. Donc on peut chacun faire quelque chose, donc ça aussi ça fait partie des bonnes nouvelles. Et c'est ce que vous faites notamment en mettant en avant les bénéficiaires et les personnes voilà, qui s'engagent sur le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres champs que la santé qui peuvent avoir un impact, selon vous, Marie-Françoise, sur la santé mentale? Est-ce que ce n'est pas plutôt une approche systémique? Et j'ai l'impression que c'est effectivement, en tout cas, ce que vous avez voulu mettre en avant à travers les différentes tables rondes. Oui, c'est ce qu'on a voulu mettre en avant, puisqu'en fait, on se rend compte qu'il y a des éléments déclenchants, il y a des déclencheurs. Ces déclencheurs, il faut les identifier. Et déclencheurs comme l'éco-anxiété, la violence, le cyberharcèlement, qui sont des déclencheurs de stress et d'angoisse et de mauvaise santé psychique. Donc il faut détecter les déclencheurs, il faut trouver des réponses, trouver des solutions, être innovant dans ces différentes solutions. Et c'est ce que l'on cherche à faire systématiquement, s'appuyer et faire connaître les personnes qui ont des solutions. Ça, c'est notre objet. Et valoriser toutes les idées inspirantes, ça aussi, c'est notre objet. Et c'est l'objectif de ce soir. Merci Marie-Françoise. Je vais m'adresser maintenant à vous, Patrick Bretillet, donc président de la mutuelle Aesio, donc une mutuelle qui est présente sur tout le territoire, et je pense que c'est important, notamment par rapport aux actions en faveur de la santé mentale, pour que ce soit sur tout le territoire et pas uniquement dans les grandes agglomérations. Comment en fait l'organisation territoriale se retrouve au niveau de la fondation? Comment vous agissez? C'est quoi l'orga en fait qui permet de faire ça? Bonsoir à toutes et à tous. Le conseil d'administration de la Fondation, déjà, il réunit des administrateurs qui sont issus de toutes les régions, alors peut-être pas de France, mais en tout cas de tous les territoires, avec du coup un maillage qui est important, puisque notre mutuelle, elle s'appuie sur un réseau d'environ 500 personnes, qui sont des délégués représentant les adhérents et qui sont impliqués dans des actions de prévention, dans des actions sociales, dans des actions partenariales. Ils sont des ambassadeurs, des interacteurs auprès des populations, et aussi auprès des porteurs de projets de la Fondation, pour essayer finalement d'accompagner les projets, de les faire essaimer. Et c'est particulièrement vrai pour les projets soutenus par la Fondation. Donc le conseil d'administration, il est emblématique de cette incarnation territoriale et de cette volonté d'interagir, qui est un peu le marqueur de notre mutuelle, auprès des populations qu'on protège et auprès des populations aussi, de manière plus large, qu'on souhaite sensibiliser à des enjeux de santé, et la santé mentale, un enjeu de santé publique majeur, comme vous le savez. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous êtes précurseur, en fait, dans le fait d'avoir cette fondation qui s'occupe du bien-être mental. En quoi, pour vous, ça a toujours fait partie de l'ADN, finalement, de la mutuelle? La mutuelle, elle a toujours voulu être un petit peu, en toute humilité, mais avec détermination, une tête chercheuse, avoir une capacité à défricher, à s'emparer de sujets, de thématiques qui peuvent être importantes. Les mutuelles qui ont donné vie à Aesio, elles étaient déjà dépositaires de cette volonté, elles avaient un peu cet ADN, et devenant Aesio, elles ont essayé de le passer à l'échelle. Et du coup, ça nous parle beaucoup. Marie-Françoise en parlait immédiatement. Les porteurs de projets, on voit bien qu'ils sont mus soit par la volonté de trouver des solutions innovantes, soit par la volonté de les faire passer à l'échelle, de faire essaimer des capacités plus fortes, et pour lesquelles ils ont besoin d'appui, et pour lesquelles, avec eux, on peut agir. Est-ce que on est très conscient, parce qu'on n'avait pas les chiffres qu'a révélé Marie-Françoise au niveau de l'actualisation du baromètre, mais on avait vu déjà l'année dernière, sur des chiffres qui ne sont peut-être pas aussi actuels que ceux de cette année, combien cet enjeu était fort et considéré comme un enjeu à la fois de santé publique, mais un enjeu sociétal aussi quand même, par la majorité de nos concitoyens, avec y compris ce que Marie-Françoise a relevé, c'est-à-dire le fait que c'est un peu à la fois un tabou et aussi un angle mort de notre système de santé, c'est-à-dire qu'il y a des marges de progrès qui sont colossales. Et donc, en toute humilité, mais avec la volonté de soutenir la Fondation, on souhaite faire bouger les lignes, tout simplement. On sait qu'on n'est pas dépositaire à nous tout seuls d'une capacité qui va permettre de le faire, mais si on peut
contribuer à le faire avec les porteurs de projets. On a cette sensibilité, puisque la promesse que nous faisons, nous, c'est de rendre chacune actrice ou acteur de sa santé et de son mieux-être. Et en termes de santé mentale, évidemment, il y a beaucoup de travail pour essayer de progresser en la matière. Et justement, dans ce passage à l'échelle qui concerne effectivement les porteuses et les porteurs de projets que vous soutenez, mais vous aussi, vous avez décidé récemment d'être signataire de la grande cause nationale. Oui. D'où est venue cette... C'est la fondation. Avec la fondation. D'où est venue... Donc attention, rendons à César. Mais d'où est venue effectivement cette impulsion que le secteur privé effectivement s'engage pour un gage aussi important? En toute logique, je vais laisser Marie-Françoise répondre. On est convaincu effectivement qu'il faut continuer à avoir cet engagement de déstigmatiser la santé mentale, même si il y a des premières choses qui sont déjà faites. On le voit dans le baromètre, mais ce baromètre donne une première tendance et il faut jamais lâcher dans ce genre de combat. Donc ce sera sans doute pas pour les années à venir le cœur de nos actions, puisqu'on tient à accompagner les porteurs de projets dans leur mission proche des bénéficiaires. Mais il ne faut pas non plus négliger le côté développement, le côté déstigmatisation et faire connaître, faire savoir l'importance de la santé mentale. D'ailleurs, je ne sais pas si les uns les autres vous avez fait attention, mais c'est la première année qu'au JO on dit que qu'il y a un psychiatre, un psychologue ressource au village pour l'ensemble des athlètes. Ça s'est jamais fait avant. C'est la première fois. C'est clair qu'effectivement, là, il y a une caisse de résonance en termes de déstigmatisation. On sent qu'on est en train de passer à l'échelle. Et, voilà, et la Fondation, encore une fois, est précurseuse en signant cette charte pour faire de la grande cause, pour faire de la santé mentale une grande cause. D'ailleurs, dans le baromètre que vous avez fait, mené par l'IFOP, on en parlera un peu plus largement à la fin, vous avez posé la question aux répondants de qu'est-ce que ça changerait en fait d'avoir une grande cause nationale pour la santé mentale, et la réponse a été pour 80% d'entre eux, ça permettrait d'améliorer en fait la prise en charge par le système de soins français. Donc voilà, on sent qu'effectivement la santé mentale, depuis 3 ans, vous œuvrez ensemble, la Fondation, la Mutuelle, on sent que c'est de moins en moins quand même un angle mort. 2024 a été un tournant pour la santé mentale, on en a parlé précédemment. Du coup, qu'est-ce que le label Grande Cause, Angèle Malatensac, je me tourne vers vous, apporterait en plus en 2025 pour la santé mentale ? Merci. Ouais, j'aime bien ce chiffre de 80% des Français qui pensent que ça aurait un vrai impact. Donc moi, je représente l'Alliance pour la santé mentale. On fédère tout un collectif d'acteurs qui se mobilisent effectivement, et merci 1000 fois pour le soutien de la Fondation, pour faire de la santé mentale la grande cause nationale. L'idée, c'est qu'effectivement, la société est davantage prête aujourd'hui. On voit bien que depuis les confinements, depuis le Covid, le sujet a émergé. Mais en fait, pour je pense beaucoup d'acteurs ici qui travaillaient sur ce sujet avant, on sait à quel point le sujet date et qu'on a besoin en fait de donner un gros coup d'accélérateur. Et certes, on en parle plus dans les médias, les Français ont un peu plus conscience, il y a quelques personnalités qui prennent la parole, mais ça reste quand même très honteux. Dans le monde de l'entreprise, on en parle très peu. Dans les prises de décision globales dans notre société, c'est vrai qu'on voit bien qu'on a encore de la peur, on a encore du tabou, du stigma. Et l'idée d'une grande cause nationale, très concrètement, c'est mener des grandes campagnes de sensibilisation, d'information sur le thème de la santé mentale et mener des actions qui mettent en avant les initiatives, les solutions qui existent sur le territoire et puis faire de ce sujet quelque part une priorité politique avec cette vision sociétale que vous avez évoquée, la santé mentale dans le travail, la santé mentale pour les jeunes, la santé mentale dans le sport, dans la culture. On voit bien que ce sujet-là est un sujet qui dépasse le champ de la psychiatrie, du sanitaire, que c'est vraiment un sujet sociétal. Et c'est ça l'ambition de la grande cause. Et l'idée, c'est de se dire 2025, on met ce grand coup de projecteur sur la santé mentale pour créer quelque part, accélérer le changement autour de ce sujet, qu'on puisse tous en parler, qu'on puisse tous reconnaître que c'est un sujet important qui nous concerne tous. Et créer un mouvement en fait collectif qui permette tous les secteurs, tous les interstices de nos vies, donc la vie perso, mais également la vie professionnelle. Et donc du coup, quel rôle ont les entreprises à jouer dans ce mouvement-là ?
On a, les entreprises, elles sont essentielles. En fait, on a pas mal d'entreprises qui ont rejoint le mouvement, effectivement, avec cette idée que aujourd'hui, ça a un impact très direct, on va le dire très clairement, mais sur la productivité des entreprises. C'est la première cause d'arrêt maladie de longue durée. Ça coûte extrêmement cher aussi chaque année, en fait, cette question de la mauvaise prise en charge des troubles psychiques. Et donc, pour les entreprises, c'est important qu'elles s'en saisissent aussi. Et puis, c'est aussi un sujet qui arrive. Alors, les nouvelles générations, on sait que leur santé mentale s'est clairement dégradée. Elles arrivent sur le marché du travail avec une santé mentale qui n'est pas bonne. Et effectivement, c'est un enjeu d'attractivité, c'est un enjeu aussi de bien-être collectif dans l'entreprise. Et donc, ce sujet-là, il est essentiel. Et c'est vrai que beaucoup d'entreprises sont sensibles à cette thématique de plus en plus. Et effectivement, on a besoin d'elles dans cette grande cause. Et c'est dans cette perspective que la Fondation, vous accompagne dans cette démarche. Juste, qu'est-ce qu'on peut faire là concrètement? Est-ce qu'il y a une pétition à signer? Est-ce qu'il y a... Comment on peut soutenir tout un chacun dans la salle? Déjà, je remercie très fortement la Fondation ESIO parce que dès le début, en fait, tout de suite, ils ont été très attentifs au projet, m'ont mis en réseau avec des personnes, m'ont soutenu, etc. Donc vraiment, un très très grand merci pour ce soutien précieux. Et puis, les organisations et les personnes peuvent signer, peuvent relayer la pétition. Vous trouverez, donc on a un site qui s'appelle santémentale2025.org, qui est le site du collectif. Et donc, n'hésitez pas à le rejoindre, soit en tant qu'organisation, soit en tant que personne. Vous pouvez signer et vous impliquer et pour obtenir ce label le plus vite possible et pouvoir démarrer les campagnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci beaucoup. On le voit effectivement, c'est la mobilisation collective et le fait qu'on se fédère, mutuelle, fondation, grande cause, association. Le sujet est vaste de la santé mentale. La santé mentale, effectivement, elle est partout. Elle est dans nos têtes, elle est dans nos cœurs, elle est dans nos relations intimes, elle est dans nos relations à nos familles, elle est dans nos relations à l'école, à l'éducation, elle est dans nos relations amoureuses. Elle est également dans nos relations professionnelles, on en a parlé, et puis elle est aussi dans notre relation au monde. Et pour la première table ronde, je vais donc appeler plusieurs personnes qui vont nous parler justement de comment notre environnement structurel influe sur notre santé mentale, parfois de manière pas simple et aussi souvent pour le meilleur. Donc j'appelle Jennifer Borsellino, personne concernée liée au Centre national de ressources et de résilience. Bienvenue Jennifer. Bonjour, merci. J'appelle Flora Claudic Tanguy de l'association On est prêt, chef de projet écolucidité. Merci. J'appelle Valérie Cliquet, personne concernée, également avec Jean-Jacques Lambert du GEM itinérant, association Oxygem. Merci. Et j'appelle enfin Nicolas Montanard, participant actif de l'association Just et du programme En passant par les calanques. Merci beaucoup à tous d'être autour de cette table ronde sur un vaste sujet, comment notre environnement social en fait influe sur notre santé mentale. Donc une étude du The Lancet est sortie en 2021 qui montrait que 45% des jeunes se sentaient en situation d'éco-anxiété. Également, on considère, d'après l'association fondamentale, qu'il y a 2 fois plus de chances d'avoir des personnes qui souffrent d'un trouble schizophrène dans les grandes agglomérations et dans les zones urbaines. Notre environnement social, les éléments qu'on a pu vivre, notamment nos traumatismes, peuvent nous accompagner toute notre vie. Voilà. En dehors du cadre de la maladie, du diagnostic, etc., il y a toutes ces choses en fait, qui influent sur notre santé mentale. Donc on va essayer de les identifier ensemble. Quels sont-ils et dans quelle mesure on peut en fait en faire une source de bien-être mental. Ma première question, ça va être pour vous, Jennifer. En fait, j'ai envie de savoir comment en fait, on définit un trauma. À quel moment effectivement ce terme entre en jeu, parce que je sais que le CN2R a été créé au moment des attentats, oui, je crois, tout à fait. Donc plutôt un contexte assez géopolitique, et en fait c'est un peu un trauma collectif qui a donné naissance finalement au CN2R. Tout à fait, c'est bien ça. Effectivement, pour parler de trauma, il y a une définition, tout ça est très encadré, une définition médicale, où on considère que donc il y a un rapport à la mort, ou en tout cas à
l'intégrité physique et psychique de la personne. Et pour qu'il y ait donc cette atteinte, autant il faut que le niveau collectif et sociétal considère que ce que la personne a vécu, effectivement, est grave au point de développer un psychotrauma. En particulier, je sais que pour les vidéos qu'on est en train de faire pour diffuser au public et diffuser de l'information à ce sujet, on s'était posé la question justement de la reconnaissance des victimes, du viol conjugal, en fait, qui, tant qu'il n'avait pas été reconnu légalement, ne permettait pas, en fait, aux victimes d'accéder à cette reconnaissance d'un psychotrauma, alors qu'elles avaient les symptômes. Donc c'est là où on voit qu'effectivement, tout l'aspect sociétal, en fait, va déterminer le parcours de la personne, au-delà même des symptômes qu'elle peut ressentir. Donc là, vous avez avec ce sujet-là, hein, mais on peut le voir de façon bien plus grande, puisque pendant longtemps, on a considéré que c'était uniquement pour les personnes qui avaient vécu la guerre. Alors, bien évidemment, elles ont été les premières victimes, mais pas que. Et toute cette notion-là, comme par exemple les violences faites aux enfants, faites aux femmes, se sont retrouvées un peu au cœur de cette question, avec également tout l'aspect donc reconnaissance, accès à ses droits, mais aussi du coup la vigilance qu'on peut avoir d'autrui, puisque c'est vrai que dans le trauma, on se rend compte que comment la personne va se sentir épaulée, écoutée, à quel point elle va se sentir entendue, va jouer sur son rétablissement. Et c'est dans ce cadre-là que la Fondation Aesio a accompagné notamment le CN2R avec le projet de vidéo trauma qui aide justement à repérer les symptômes. À repérer les symptômes, à informer sur le trouble en question, mais également aussi à faire des vidéos à destination en particulier des enfants, puisque c'est vrai que de diffuser de l'information, c'est important, mais diffuser de l'information qui soit accessible, que la personne puisse intégrer et s'approprier. Et pour ça, les enfants ont fait des vidéos particulièrement dédiées pour eux. Donc en fait, on voit que là, l'environnement sociétal a un impact aussi sur la reconnaissance des traumas. En fait, il y a un dialogue qui se fait de fait entre les avancées sociétales sur les reconnaissances de certains symptômes. Est-ce que, du coup, je me tourne vers vous, Flora, est-ce que par rapport au réchauffement climatique, est-ce qu'on peut considérer que c'est la même chose? C'est-à-dire que là, on voit malheureusement que le réchauffement climatique avance de plus en plus. Est-ce que du coup, on constate que l'éco-anxiété augmente en fait en parallèle, et même qu'il y a une reconnaissance même du terme? Oui, alors c'est intéressant cette question parce qu'effectivement, on parle du réchauffement climatique et de l'éco-anxiété, mais ce qu'on voit aussi, c'est que c'est vraiment une question systémique. Et donc que ce réchauffement climatique, il est aussi relié aux guerres et à d'autres questionnements qui peuvent avoir cette dimension globale et qui est cumulative. Donc ce qu'on voit, c'est que en fait, la communauté d'On est prêt, notamment qui suit ce qu'on fait avec notre projet TuFlip, ce sont des gens, et notamment des jeunes, mais pas que, qui sont sensibles à cette question du climat, mais qui sont aussi sensibles à la question de la justice sociale, qui sont aussi sensibles au contexte géopolitique, pour ne pas citer les difficultés que nous avons à certains points du globe en ce moment. Et effectivement, donc, on parle beaucoup de l'éco-anxiété, mais ce pourquoi nous aussi nous tenons à parler des éco-émotions, un peu plus globalement, c'est que en fait, l'éco-anxiété a une portée médiatique, est un mot qui aujourd'hui est reconnu, sur lequel on travaille depuis plusieurs années à différents niveaux, en fait, de la sphère académique à la sphère clinique, mais qui masque toute une palette d'émotions, qui masque aussi, parfois qui est relié à des traumas, qui masque plein d'émotions qui ont trait plutôt à de la colère, à de la tristesse, à de l'impuissance. Et donc, derrière l'éco-anxiété, en fait, on a un peu fourré tout un tas d'autres émotions. L'autre difficulté qu'on a aussi avec ce mot d'éco-anxiété, c'est qu'il suscite des incompréhensions et que donc les gens, et notamment les journalistes, quand ils ne connaissent pas forcément très bien ce sujet, vont retenir anxiété, vont rapprocher ça du DSM ou d'autres types de critères qui permettent de diagnostiquer des pathologies. Et du coup, ça évacue toute la réflexion et toute la discussion autour du fait que c'est normal, dans le monde dans lequel on est, dans la situation dans laquelle on est, d'être inquiet de l'état du monde. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, ce n'est pas une pathologie, l'éco-anxiété. Alors,
c'est là que je venais, c'est que ça n'est pas une pathologie en soi de ressentir de l'inquiétude. On parle d'éco-inquiétude, enfin on a tout comme ça un vocabulaire nuancé. Ça peut devenir une pathologie, et quand ça devient une pathologie, quand les symptômes sont trop présents dans la vie quotidienne, ben là on a besoin de se faire aider, on a besoin de trouver des pairs avec qui échanger. Et c'est en tout cas un des axes qu'on développe avec On est prêt et d'autres partenaires, de créer ce réseau en fait, de gens avec lesquels on peut échanger sur ce sujet. Mais c'est bien de dire qu'il faut dépathologiser l'éco-anxiété, montrer que c'est toute une palette d'émotions qui inclut aussi des émotions qui sont à connotation plus positive ou agréable. C'est-à-dire que la plupart des gens qu'on rencontre qui sont parfois très éco-anxieux sont aussi très capables de s'éco-émerveiller et donc de se ressourcer auprès de la nature, voilà, donc de changer un peu le regard qu'on porte sur l'éco-anxiété et de montrer que c'est pas une pathologie, c'est plutôt même une lucidité fort utile et nécessaire vu l'état du monde, mais qui ne doit pas faire oublier que dans certaines situations, qui se cumulent parfois avec d'autres difficultés au niveau professionnel, au niveau personnel, on a besoin de se faire aider. C'est pour ça, effectivement, que vous, dans le cadre du projet TuFlip, pour lequel la Fondation vous a accompagné, c'était justement de switcher un peu ce point de vue et de montrer que la mobilisation collective, la force du collectif, permettait en fait de faire finalement de cette éco-anxiété un formidable levier pour finalement agir, se mobiliser de manière accompagnée, effectivement, avec le collectif. Mais le fait de casser cet isolement qu'on peut ressentir en étant éco-anxieux, effectivement, de manière solitaire, grâce au collectif, ça peut se transformer en énergie positive et mobilisatrice. Alors ça, c'est le cœur de ce qu'on a apporté, de ce qu'on porte. Mais il y a aussi autre chose qu'on a souhaité aussi apporter comme nuance au fur et à mesure des mois, c'est que c'est aussi OK de ne pas être capable d'agir. D'avoir besoin parfois de rester chez soi à cuver avec son plaid et un bon film ou son chat et de ne pas toujours être capable d'agir, de se mobiliser, d'être en mouvement. Voilà. Donc ça, c'est hyper important aussi dans le soin qu'on s'apporte. Notre slogan, c'est prendre soin de soi pour prendre soin du monde. D'être capable de dire à des moments, là, je ne peux pas. Je n'ai pas les ressources. Et c'est bien comme ça. Y en a d'autres qui le font pour moi. Je vais reprendre un peu de poil de la bête. Et demain, je serai sans doute à nouveau capable d'agir peut-être autrement. Mais en tout cas, voilà, on est dans cette idée de palette et de montrer qu'en fonction d'où on en est, aussi dans les autres domaines de sa vie, on n'est pas toujours capable de se mobiliser. Oui, effectivement, et d'amener un petit peu de nuance dans tout ça. Nicolas Montanard, vous, je sais également que la nature a eu un impact important, notamment avec le projet donc, En passant par les Calanques, sur lequel vous avez participé. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Donc, c'est le projet sur lequel la Fondation a accompagné Just. Alors, le projet En passant par les Calanques a été créé à Marseille. Il est porté par l'association Just, Justice, Union, Transformation Sociale. Ça fait partie d'un domaine qui s'appelle l'intervention psychosociale par la nature et l'aventure, qui existe dans d'autres pays, dont le Québec par exemple. Donc, je sais que le Québec est au Canada, mais voilà. J'en fais partie depuis presque le début. Il a commencé au printemps 2022. J'ai commencé à en faire partie il y a pile 2 ans. L'année dernière, je suis venu pour recevoir le prix. Oui, et là, ça fait 2 ans que je continue à en faire partie. Nous sommes à la fin de la 3e saison. Et ça m'a aussi permis de reprendre un travail entre-temps. Et très concrètement, vous, en termes de bénéfices, de ressenti, très concrètement, qu'est-ce que ça vous a fait, en fait, justement, de participer à ces promenades dans les Calanques, à Marseille, en pleine nature? Ça peut être dans les Calanques, ça peut être aussi en colline, ça peut être dans les Alpes. Il peut y avoir des sorties à la demi-journée, à la journée ou en week-end. Là, actuellement, ils partent en Ardèche au week-end. Okay. Moi, personnellement, ça me permet de mieux dormir le soir, la nuit. Ça me permet d'éviter le petit vélo, donc les ruminations mentales et anxieuses. Ça me permet de me connecter à moi, aux autres, à la nature. Ça me permet aussi de déculpabiliser parce que j'ai eu un côté petit soldat pendant très longtemps, militant écolo. Et ça m'aide aussi pour mon travail de la vie de tous les jours en tant que père aidant. Super.
Ce qui m'amène un peu aussi à vous poser la question à vous, Valérie. Donc je crois que vous avez rejoint également donc, l'association Oxygem. Donc Oxygem, c'est un groupe d'entraide mutuelle dont vous êtes membre cofondateur, Jean-Jacques. Du coup, j'aimerais bien que vous me racontiez un petit peu, Valérie, ce que vous m'avez raconté finalement au téléphone. Qu'est-ce que ça vous a apporté en fait de rencontrer cette association au quotidien? Excuse-moi. Pas de souci. Je me présente, je m'appelle Valérie. Je suis dans l'association depuis le 31 janvier de l'année dernière. Et c'est vrai que depuis que j'ai intégré le GEM itinérant auprès de Jean-Jacques et Claire-Lise, ça m'a apporté énormément. Et c'est vrai qu'on a des personnes qui font partie du GEM itinérant aussi. Et c'est vrai que ça nous a, je parle pour moi, mais je parle aussi pour mes collègues qui ne sont pas là, mais que je représente aussi, parce que sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Et sans Jean-Jacques, ça m'a apporté un renouveau. J'appelle ça, pour moi, c'est un renouveau. Oui. Et c'est vrai que je fais des choses que j'aurais jamais. Oui. Ça vous a redonné une confiance en vous, c'est ce que vous m'aviez dit effectivement au téléphone, et que vous avez fait des très belles rencontres, notamment Jean-Jacques. Oui, et c'est vrai que je me découvre aussi des choses que Jean-Jacques m'a apporté aussi, apporté beaucoup de choses que je pensais que j'étais pas capable de faire, en fait je suis capable de le faire, et c'est vrai que tu peux prendre la place. En fait, ce que dit Valérie, c'est que la puissance du groupe permet à des personnes de mettre ensemble des personnes qui souffrent qui ont traversé les mêmes problématiques. Il y a une libération de la parole qui se fait de manière complètement naturelle et qui redonne vraiment confiance en soi, s'apercevant qu'on n'est pas tout seul et qu'on peut en parler de manière tout à fait libre. Moi, ce que j'aime bien de temps en temps, c'est titiller les gens sur leur pathologie et pouvoir plaisanter dessus, en fait. C'est des choses qu'on a retirées complètement à certaines personnes, le droit de rire de soi-même. Parce que quand ils rencontrent des professionnels, on rigole pas avec ça, en fait. Il y a un niveau, attention, vous êtes ceci, vous êtes cela. Tandis qu'en mettant le doigt dessus, en rigolant, les personnes se lâchent, se libèrent, et ça ouvre carrément la parole. Valérie a fait des progrès absolument incroyables. C'est une personne, je parlais pour toi, peut-être qu'on n'a pas donné souvent des responsabilités, pour dire jamais. Du coup, là, elle se retrouve présidente de l'association, avec une facilité complètement déconcertante. Ça va à une vitesse incroyable, en fait, de l'avoir évolué. Et Valérie, c'est un exemple parmi tant d'autres. Du moment qu'on prend conscience parce que le trauma, il est à l'hôpital aussi. Valérie a un parcours assez très dur à l'hôpital. Elle a vécu des choses qui étaient vraiment pas sympas. Et le fait de pouvoir en parler, d'être entendue, d'être comprise, c'est une libération totale, en fait. Complètement. Et je me souviens que Valérie, vous m'aviez dit aussi le fait de vous rendre compte que vous avez quelque chose à apporter aux gens, que vous pouvez être un vrai soutien, avoir un vrai rôle social, et que voilà, contrairement à ce qu'on avait pu vous dire auparavant, voilà, que vous aviez quelque chose à apporter. Et Jean-Jacques, quand on en parlait, justement, le fait d'être dans un GEM, ça permettait généralement, grâce au contact social, à l'environnement social, de diminuer aussi le taux d'hospitalisation. Oui, c'est ça. Le but, vraiment, le GEM, ce qui est l'idéal, c'est que ça limite le retour à l'hôpital. Et ça, c'est flagrant, en fait. Et c'est vrai que depuis que j'ai intégré le GEM itinérant, donc ça fait 1 an et demi, je vais toujours voir mon psychiatre et mon infirmière référente, mais je ne prends plus de traitement déjà, j'ai plus de traitement. Je dors naturel avec les fatigues de la journée que je fais avec Jean-Jacques et avec les autres adhérents et les sorties, tout ça, puis ce qu'on fait à côté. Et c'est vrai que moi, je suis quelque part, ce que je disais à Jean-Jacques, on est aussi des pères aidants, mais bénévolement dans l'association. C'est vrai qu'on n'est pas reconnu parce qu'on est bénévole, mais il faut bien quand même bien dire qu'on est quand même des pères aidants, qu'on est là pour aider les gens. Même si on n'est pas bien,
on peut leur apporter quelque chose. Mais c'est vrai que tout de suite, on nous met une étiquette parce qu'on est handicapé. Tout de suite, on nous dit, ben, c'est dans votre tête. Ouais. On ne veut pas nous croire. Mais des gens comme Jean-Jacques, eh ben, ils vont plus nous donner notre chance pour qu'un psychiatre ou même. Après, j'ai rien contre eux, mais je sais ce que c'est, j'ai vécu. Je sais ce que c'est depuis toute petite. Donc pour moi, je me dis, des fois, des gens comme Jean-Jacques, c'est un homme formidable. Et bravo voilà. à vous également, Valérie. Pas pour moi, oui. Oui, bravo. Nicolas, vous vouliez réagir par rapport à l'expérience de Valérie? Oui, j'ai connu aussi l'hôpital psychiatrique il y a 10 ans. J'ai le trouble bipolaire, je vis avec. J'ai l'anxiété et l'éco-anxiété, je vis avec aussi. Je vis avec le monde actuel. Et donc j'ai repris un travail il y a 1 an. Je suis passé à mi-temps à Esper Pro, l'association qui m'emploie, qui m'a formé juste avant. Je suis passé qui est une autre association du coup à Marseille. Qui m'emploie, tout à fait. Ouais. C'est l'autre association qui est connue à Marseille à ce sujet. Je suis passé à temps plein. Désolé, des fois quand je parle, je m'emmêle dans la chronologie. Je suis passé à temps plein le mois dernier. Mais avant ça, j'avais été bénévole. Pérédon bénévole. Je suis passé d'abord en tant qu'apprenant, ensuite bénévole et en dernier lieu, mise à disposition dans 2 structures différentes. Donc c'est possible aussi d'être bénévole et pérédon. Complètement, et c'est un beau parcours effectivement que vos 2 parcours de bénévoles et maintenant à membres actifs aussi au sein des différentes structures. On sent qu'il y a une vraie reconnexion sociale. Comment ça se passe chez On est prêt dans le programme Tu flippes justement? Qu'est-ce que vous mettez en place pour les personnes qui souffrent d'éco-anxiété, pour le coup qui est paralysante? Oui, parce que tout à l'heure je suis allée un peu vite au plaid et au chat, mais effectivement en fait, juste pour faire une petite parenthèse, au début, Tu flippes était censé être juste une campagne de mobilisation. Une campagne de com. Une campagne de com et de mobilisation en ligne pour sensibiliser tout type de public à l'éco-anxiété, aux éco-émotions. Qui est très fidèle à l'ADN d'On est prêt, qui est né dans le sillon de l'affaire du siècle, qui a mobilisé autour de la justice climatique. Et donc cette campagne qu'on a menée, en fait, a rencontré du succès de l'éco. Et donc c'était des contenus qu'on produisait, un parcours d'accompagnement avec des mailings pendant 14 jours, construits de manière pédagogique et progressive. C'était aussi des ateliers avec différents types de partenaires, notamment des groupes de parole qu'on a appelés Balance ton flip, avec l'organisation Make Sense, qui est notre partenaire toujours aujourd'hui. Et donc ça, tout ce qu'on a développé pendant la campagne, on s'est dit on ne peut pas s'arrêter là, il y a un vrai besoin, et donc on va continuer. Et c'est aussi pour ça que je suis arrivée, moi, dans l'équipe d'On est prêt, pour transformer cette impulsion qui était censée durer qu'1 temps, en un programme pérenne qu'on développe dans le temps, pour répondre aussi aux besoins de notre communauté, de notre public. Et donc aujourd'hui, on a toujours ce parcours d'accompagnement qui peut être suivi par les gens qui nous découvrent ou qui nous rejoignent. On essaye de déployer sur tout le territoire national ces ateliers Balance ton flip avec Make Sense, avec des partenaires financiers que nous cherchons toujours. Effectivement, c'est pas pour rien que une des pierres angulaires de ce parcours d'accompagnement, c'est justement le groupe de parole. Je pense que ça m'a beaucoup touché ce que vous avez partagé tous les deux. Il y a besoin de libérer la parole à la fois dans l'espace public et dans des groupes de pairs avec confiance, confidentialité, où on sait qu'on peut déposer des émotions pas toujours faciles, qu'on se révèle parfois à soi-même. Enfin, moi, je sais que j'ai souvent eu ça dans les groupes de parole auxquels j'ai assisté, que d'un coup, parce qu'il y a un climat de confiance qui est créé, un cadre de sécurité qui est posé, parce qu'on écoute et on raisonne avec ce qui est partagé par les autres, quelque chose qui s'ouvre aussi en soi et qui nous révèle peut-être une facette de notre expérience qu'on n'avait pas forcément verbalisée, conscientisée. Voilà, donc vraiment ces groupes de parole, c'est un peu le cœur de ce qu'on souhaite développer. Après voilà, on pense toujours important, et c'est l'ADN d'On est prêt, de sensibiliser, de mobiliser et de contribuer à changer le regard qu'on porte sur la santé mentale et ses éco-émotions. Mais aussi
la place, alors nous on parle des nouveaux récits, mais on pourrait trouver d'autres mots. C'est quand même cette idée qu'il y a des choses à inventer autour de l'imaginaire. Pour changer le regard, il y a aussi d'autres manières d'en parler. Et donc, c'est pour ça que notre projet Tu Flippes est aussi très relié à ce qu'on fait par ailleurs avec On est prêt, c'est-à-dire imaginer d'autres manières d'en parler, de donner à voir. En fait, je parlais de palette tout à l'heure. Il n'y a pas une éco-anxiété, il y a plein de vécus qui sont uniques et singuliers et qui méritent d'être racontés. Complètement, et c'est en ça que la force du récit est importante, parce que l'idée c'est de libérer la parole, mais également de libérer l'écoute pour entendre les multiples histoires de vie, comme voilà, vous avez pu nous en parler, Valérie, Nicolas. Je me rappelle, Jennifer, quand on a préparé cette table ronde, qu'il y a une expression effectivement que vous m'avez dit, pour éviter le trauma, il faut le faire exister. Oui. C'est aussi une histoire de récit, finalement. Tout à fait. Et enfin, qu'est-ce que vous entendiez par faire exister le trauma ? Je pense que vous l'avez bien exprimé. Le faire exister, c'est comme monsieur a dit, par exemple, l'hospitalisation en psychiatrie peut être un trauma, un véritable trauma, et que tant que ce n'est pas dit, tant que ce n'est pas verbalisé, tant que ce n'est pas entendu et accueilli, ça n'existe pas. On a beau l'avoir vécu, ça ne fait pas réellement sens, et donc les choses ne changent pas, la société ne change pas. Je pense qu'on a besoin de l'entendre, de le faire exister, de le dire et de le faire vivre comme vous l'avez très bien fait pour que la société change. Et est-ce qu'on peut vivre un trauma sans être psychotraumatisé ? Oui. Tout à fait. Vivre un événement traumatique ou potentiellement traumatique ne signifie pas qu'on va développer un trouble de stress post-traumatique. Il y a seulement un pourcentage des personnes qui vont vivre un événement traumatique qui vont développer un stress. Donc effectivement, ce n'est pas forcément à psychiatriser, loin de là. On peut tout à fait s'en sortir avec son entourage proche et un petit peu de temps, et un plaid, un chat, éventuellement, ça ne fait jamais de mal. Chacun a son astuce, effectivement, aussi pour dédramatiser. Tu voulais rajouter quelque chose, Flora ? Oui, je voyais un point commun avec ce que tu viens de raconter, c'est qu'effectivement, face à ces situations écologiques, sociales, systémiques dont on a parlé, c'est pareil, on n'a pas tous les mêmes ressources pour faire face à ça. Et l'objectif de Tu Flippes, parmi d'autres dispositifs, c'est justement de muscler un peu ces ressources et de faire corps et de parfois trouver... Alors, on a notamment un espace communautaire en ligne sur une plateforme qui s'appelle Discord, où les gens viennent régulièrement raconter un peu comment ils se sentent, comment ils vont, etc. Et ça muscle aussi un peu cette résilience qui est absolument essentielle et qui fait qu'effectivement, on n'a pas tous les mêmes capacités à faire face à des situations délicates, difficiles. Alors évidemment, il ne s'agit pas de comparer ou d'établir des hiérarchies, mais ce que je voulais dire, c'est juste souligner cet écho, le fait que face à une même situation, et c'est prouvé en situation de catastrophe naturelle, que tout le monde ne va pas être traumatisé de la même manière, alors que le vécu en soi, l'événement va être le même. Complètement. Et dans ce que j'entends, dans tout ce que vous dites, c'est qu'en fait, la force du lien social, de manière générale, permet en fait de dépasser, de faire exister le trauma, de se réaliser, de retrouver aussi une existence en tant que citoyen, je pense, dans la société civile. Vous m'aviez dit, Jennifer, plus on a un lien social important en amont de l'événement traumatique aussi, moins on a de chances de développer un psychotrauma. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation, votre engagement. Merci. Merci à toi. Très émouvant. Merci beaucoup. S'assurer d'aller bien avant de pouvoir s'occuper des autres. On a un petit peu vu les prémices actuellement. 68% des répondants au baromètre de l'UNAFAM déclarent qu'en 2023, qu'ils ont vraiment besoin d'avoir un relais dans leur environnement personnel, professionnel, d'avoir besoin d'un soutien administratif. On parle du personnel également hospitalier qui déclare de plus en plus souvent des symptômes de dépression et d'anxiété qui sont plus importants que chez des personnes dans d'autres emplois. Donc, je vais inviter les participants à la seconde table ronde pour parler de soignants, aidants, entourage. Comment s'assurer d'aller bien avant de pouvoir s'occuper des autres.
Et pour ceci, je vais appeler Émilie Lenzner, présidente et psychiatre, et également cofondatrice de l'association, où tu veux, Derrière la blouse. Juliette Manevassou Alfonso, personne concernée, accompagnée par les funambules. Je te cherchais, Juliette. Et également Aline Roquette, aidante, et qui a bénéficié du programme de la Fédération des plateformes d'accompagnement et répit des aidantes et aidants familiaux. Asseyez-vous là. C'est vrai que le terme aidante-aidant commence de plus en plus effectivement à être reconnu dans le débat public. Dans l'intimité, en fait, accompagner quelqu'un qui souffre d'un trouble ou d'une maladie, en fait, ça se fait depuis très longtemps. Aline, donc, vous êtes donc personne concernée parce que vous accompagnez votre mari qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Lorsqu'on s'est entretenu au téléphone, vous m'avez dit que voilà, le diagnostic a été un moment clé pour vous, d'autant plus qu'il est venu assez jeune, ce diagnostic pour votre mari. Est-ce que pour vous, ça a été un déclic immédiat de vous dire effectivement, là maintenant, je rentre dans un rôle de ce qu'on appelle aidant, aidante? Je ne sais pas si vous aimez le terme, d'ailleurs, tout le monde ne l'aime pas. Bonsoir. Donc moi, mon mari a été diagnostiqué en 2018 et il avait sûrement déjà Alzheimer avant, mais on ne s'en rendait pas compte. Alors je ne sais pas, non, je ne devais pas être aidant à l'époque, mais je le secondais. Je disais j'étais son binôme. Mais c'était naturel, on fait pour son proche et on apprend tout doucement et c'est une maladie qui évolue très lentement. Donc au début, on aide un petit peu et après, je vois maintenant 6 ans après, il est très malade. Et tout de suite, du coup, vous avez cherché, vous, à être accompagné, à être soutenu avec des personnes qui vivaient la même chose que vous ou avec des professionnels de santé mentale? Alors j'ai été accompagnée au CHR de Lille par un psychologue, par le neurologue. Et ils m'ont parlé de la plateforme de répit. Ouais. Et j'ai mis un petit peu de temps pour l'accepter. Et au bout de 2 ans, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé. Et là, c'est vraiment très bien. C'est de l'aide, c'est vraiment de l'aide là pour nous. C'est pas pour lui, c'était pour moi. Et donc cette plateforme donc, qui est soutenue par la Fondation, donc c'est une solution qui vous permet d'être sensibilisé, d'avoir également de la prévention sur les troubles, mais également une écoute, je crois. Tout à fait. J'ai une formation sur la maladie, j'ai une écoute, je vois un psychologue et je vois aussi d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi. Et maintenant, on est vraiment une vraie famille. On se comprend et on peut parler de choses avec eux qu'on ne parlerait pas avec sa famille ou ses amis. Donc ça a été une aide très, très appréciable. C'est un peu effectivement un peu comme de la pérédance dont on parlait sur la table ronde précédente, le fait de se sentir compris par des personnes qui vivent la même chose que vous. Et on se sent moins seul. Ouais. Oui, et ça casse effectivement cet isolement qui doit être dur. Et on se sent moins seul. Et ils nous aident pour aussi des problématiques qu'on n'arrive pas à régler. Juliette, je me tourne vers vous. Bonsoir. Donc Juliette, je me souviens quand on s'est entretenu également, donc vous m'avez parlé donc du diagnostic de votre frère. Donc un diagnostic, ça peut être pas forcément tout le temps facile à vivre, mais pour vous, ça a été finalement une ouverture. Comme un déclic. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, tout à fait. En fait, ça pose des mots et on comprend ce qui se passe parce que l'errance, elle est un peu longue. Le diagnostic est arrivé en 2018. Mon petit frère avait, si je fais le calcul, 16 ans. Et c'est vrai que c'est libérateur. En tout cas, ça l'a été pour nous. C'est libérateur dans le sens où ça permet effectivement de mettre des mots. Et je me souviens que vous m'aviez dit une phrase qui m'avait marquée, c'est arrêter de dire l'énigme en fait. Oui, tout à fait. C'est vrai, jusque-là, on parlait de l'énigme. On n'avait pas trop de termes. Et une fois que le mot est posé, ça permet aussi de se tourner vers les bonnes personnes et pour avoir l'aide nécessaire.
C'est vrai que le diagnostic, donc il y a un déclic effectivement quand on trouve les bonnes personnes à qui s'adresser. Émilie, je me tourne vers vous. Donc vous êtes cofondatrice, entre autres, de l'association derrière la blouse, qui en fait est là pour démocratiser le soin pour le personnel soignant. Est-ce que, parce qu'on parle beaucoup du Covid dans la santé mentale, est-ce que justement ce moment-là était un moment en fait un peu de prise de confiance que finalement, oui, les soignantes et les soignants ont une santé mentale et qu'elle est en berne, même plus en berne que pour d'autres professions? Je pense que ce qui a été particulier avec le Covid, c'est que ça a créé aussi une cohésion qui a été à la fois très forte sur le moment avec tous les soignants et finalement toutes les guerres un peu corporatistes qu'on peut retrouver dans le système de soins, elles se sont quand même effacées pour ce projet d'équipe qui nous dépassait tous, qui était comment collectivement on arrivait à faire face au Covid. Ouais. Et c'est suite à ça où il y a eu un peu chacun un peu est retourné à ses pratiques d'avant, ouais. Et ça a aussi pu, je pense, implémenter encore plus la question de l'attractivité du milieu de la santé. Comment aujourd'hui on arrive encore à créer des vocations et à le faire aussi avec les patients, à continuer de vouloir être professionnel de santé et à faire évoluer nos pratiques. Et je pense en particulier dans le champ de la santé mentale, où aujourd'hui il y a énormément de choses qui bougent. Alors je sais que les expériences peuvent être parfois extrêmement traumatisantes et quand on discute avec des patients qui nous racontent il y a 10 ans, il y a 20 ans, leur expérience de soins qui ont vraiment été un moment très difficile dans leur prise en charge, c'est aussi là notre objectif, c'est de montrer les innovations qui peuvent exister dans le milieu dans le champ de la santé mentale. Je pense par exemple aux mesures d'anticipation en psychiatrie qui se développent de plus en plus. Et donc il y a aussi cette volonté à travers la création de ce média, c'était à la fois de créer un espace où n'importe qui puisse discuter et venir échanger sur sa vision à son échelle du système de santé, de pourquoi est-ce qu'il a envie de faire bouger les choses, de qu'est-ce qui peut se passer de positif ou d'innovant ailleurs, qu'on soit finalement étudiant en santé, professionnel, père aidant, usager ou administratif en santé. Donc il y avait cette volonté de créer cet espace-là, mais aussi de montrer des choses qui fonctionnent ailleurs et aussi de pouvoir faire porter des messages. Et je pense notamment dans le champ de la déstigmatisation de la santé mentale. Nous, on a aussi développé des émissions autour de ça pour ouvrir la parole sur des sujets qui ne touchent pas forcément le grand public. Parce que justement, pour rebondir, donc, derrière la blouse, c'est l'association et vous avez notamment un programme, enfin un média en fait sur Twitch qui s'appelle La Fabrique des Soignants et c'est dans ce cadre-là que la Fondation vous soutient. C'est un média que vous appelez d'ailleurs un tiers-lieu culturel et je trouve ça assez intéressant. En fait, il y avait un peu cette idée de se dire... à l'hôpital, c'est pas forcément le bon endroit parce qu'on est dans une posture de soins, parce qu'on est pris par énormément de choses, on est un peu tiraillé de partout. D'ailleurs, je l'ai pas dit, moi je suis pas encore psychiatre tout à fait, je suis encore interne de psychiatrie, donc on n'a pas forcément le temps pour le faire. À la fac ou à l'université, on est que entre nous, on n'est pas forcément avec les patients. Et donc, il y avait cette volonté d'avoir un espace à côté dans lequel on puisse échanger et qu'on puisse aussi avoir cette vision très horizontale du soin où c'est pas parce que moi je suis psychiatre que mon avis prévaut sur l'avis du patient, mais qu'on puisse justement échanger entre nous. Et aussi, c'est ce qui peut redonner du sens à nos pratiques. C'est comment on arrive à améliorer les parcours de soins de tout le monde. C'est fou parce qu'à chaque fois dans les deux tables rondes pour le moment, on parle beaucoup alors, on aime ou pas le terme, de safe space. Finalement, d'espace effectivement dans lequel on peut libérer la parole entre soignants, entre patients, entre aidants. Justement, dans la fédération de personnes de la plateforme du répit, Aline, est-ce que justement cette rencontre avec d'autres personnes aidantes, ça vous a permis de développer une forme de résilience par rapport à la maladie de votre mari? Tout à fait. Ouais. Ah oui, on a beaucoup de bienveillance et on apprend, on a un autre regard envers nos proches parce qu'on se sent beaucoup moins seul. C'est vrai que l'empathie, c'est quelque chose dont vous avez beaucoup parlé. L'importance de l'empathie pour vous au quotidien en tant qu'aidante. C'est vraiment quelque chose que vous recherchez. Amour et bienveillance. Ouais. Alors c'est un autre amour qu'on développe malheureusement, mais on les aime encore plus, malgré la maladie. Et les personnes avec qui vous échangez, comment ça se passe? Ça se fait de manière intuitive? Vous avez des rendez-vous? On a des rendez-vous
sur la plateforme de répit. On a des sorties. Je suis même partie aussi dans un séjour de répit. On était une 50aine de personnes pendant une semaine. Et là, vraiment, avec des psychologues, avec des infirmières, et c'est vraiment très, très bien. Et avec nos proches malades. Ah, vous êtes partis tous On est tous ensemble. partis. J'ai fait les deux. J'ai fait avec les malades et sans. Ouais. J'ai fait les deux. Et qu'est-ce que ça apporte comme expérience? On se sent beaucoup moins seul. Et puis on est vraiment une communauté maintenant. On est, je vais dire, dans la même galère. Ouais. Oui. Juliette, toi, Oui. Pardon, je te tutoie. Oui, pas de problème. En fait, off. En fait, tu scrollais sur Instagram et tu as trouvé la plateforme Jeffspi, donc les funambules, et tu te dis, là, pour le coup, j'ai senti qu'on s'adressait directement à toi, à moi, en tant qu'aidante. Oui, c'est la première Pourquoi fois que j'ai pu accéder, en tout cas, voir une proposition pareille, quoi. Et donc j'ai cliqué, et assez vite après, j'ai eu un rendez-vous avec Félisa, qui est là. Voilà, et c'est vrai que c'est un espace, c'est des entretiens, du coup, pour les moins de 30 ans, puisque j'ai 26 ans. Et c'est un espace pour soi, voilà. Et alors le prisme, évidemment, c'est le proche. Mais voilà, c'est vrai que c'est la première fois que j'accède à ça. Et c'est vraiment chouette. Et en quoi c'est différent par rapport à d'autres programmes d'accompagnement que tu avais peut-être pu faire avec tes parents? Avec l'UNAFAM, j'avais participé à un groupe de parole de frères et sœurs aidants. C'était en visio, donc c'était pas forcément facile. Là, c'est en présentiel avec les funambules? C'est en visio, mais en tout cas, je suis seule. Parce que c'est vrai que il y avait un souci de confidentialité, ce qui est normal. Mais après ces entretiens où on était plutôt nombreuses, je me retrouvais presque encore plus seule avec le vécu des autres. Enfin, encore plus seule, encore plus chargée presque. C'était un peu le double effet. Il y avait l'effet ça soigne parce qu'on partage son vécu, et à la fois on se charge aussi de plus. En tout cas pour ma part c'était comme ça. Et donc c'est super que j'ai pu trouver cette tribune-là de décharger seule aussi, voilà, avec Jeff Psy et Félisa. Oui, et puis du coup, c'est un autre regard, parce que c'est un regard qui est directement sur vous et pas forcément sur la famille ou sur la fratrie. C'est effectivement votre parole à vous, votre problématique à vous, et ce que vous avez à y déposer aussi dans cet espace. C'est ça. Là, c'est vraiment que moi. Et c'est important. Oui. Émilie, justement, dans cette question de soins, on entend qu'il y a quand même beaucoup... Voilà, le soin, c'est un engagement vers l'autre. On emploie souvent le terme « aller vers ». Vous employez aussi beaucoup le terme démocratie participative dans le cadre de la Fabrique des soignants et de l'association. Qu'est-ce que vous entendez en fait par ce terme? Pour nous, il y a un vrai enjeu à donner la parole à tout le monde. Donc vraiment cette idée de se dire que cet espace, il doit être à la fois intergénérationnel, interdisciplinaire, que ça puisse concerner vraiment tout le monde et que chacun puisse faire porter ses idées. Et c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir se projeter sur un système de santé qui nous rassemble de fait, parce qu'il nous correspond à la fois en termes de méthode de travail, mais aussi de vision du système de santé. Les choses, encore une fois, je le disais, elles sont en train de bouger. Et donc, c'était aussi cette volonté par exemple, de faire participer les pères aidants qui sont des soignants au même titre, finalement, aujourd'hui, que les professionnels de santé qui sont aussi des soignants dans ces institutions-là. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est en faisant aussi bouger alors, j'aime pas trop cette expression de faire bouger les lignes, mais c'est cette idée-là quand même derrière. Et pour ça, ça passera par donner la parole à tout le monde. Et aussi avec un certain niveau de langage où tout le monde a voix au chapitre au même niveau. Ok. Aline, moi je me tourne vers vous justement. Quel conseil, quel message vous auriez à donner à quelqu'un qui est aidant et qui ne sait pas encore effectivement comment casser cet isolement dont vous parliez? Si vous aviez quelque chose, le conseil que vous... aller se faire aider. Aller se faire aider.
et aller justement à la plateforme de répit. Et ça aide énormément. Vous, c'est quelque chose... On nous écoute. Ouais. On nous écoute. Et c'est quelque chose que vous avez fait naturellement? Non, j'ai mis du temps. Ouais. Parce qu'au début, on se dit on va s'en sortir, on va y arriver tout seul. On va y arriver tout seul, mais dans ces maladies, c'est pas possible. Et cette aide, elle est vraiment formidable. Donc ouais, ne pas hésiter effectivement à vraiment oser demander de l'aide et peut-être oser en parler aussi. Et oser en parler. En parler à ses proches, ça marche de la même manière ou pas? C'est tout à fait différent. Moi, je l'ai caché au début. Je voulais pas que mes proches sachent que mon mari était malade. Donc, au début, je parlais pour lui, et à la fin, on ne peut pas. Je répondais pour lui, je faisais tout pour lui. Je l'ai caché. Mais au bout d'un certain temps, on ne peut plus. On ne peut plus. Donc, et c'est là où ils m'ont aidé. Ils m'ont dit qu'il fallait arrêter. Et puis, il faut penser à soi. C'est ça. Il faut penser à soi. C'est ça, oui. Oui. Et c'est un peu la thématique de la table ronde. Enfin, il faut être à même de prendre soin de soi. J'ai vu que je n'étais pas toute seule dans ce cas. Ouais. Et ça aide. Et en termes de population, c'est plutôt des hommes, des femmes, c'est mixte? Dans l'EHPAD où est mon mari, c'est plutôt des femmes. Mais sur la plateforme de répit, c'est plutôt des hommes. Ok. Oui. Et au sein des aidants, oui. Ouais. Donc il n'y a pas de règle. Et vous, Juliette, si vous aviez un message justement à quelqu'un qui hésiterait à se faire aider en tant que personne qui évolue dans une fratrie avec plusieurs personnes concernées? Comme disait Aline, ça prend du temps. Je pense qu'il y a une phase de prise de conscience aussi. D'acceptation. Oui, c'est ça. Mais pareil, voilà, il faut. Je crois qu'il y a plein de mains tendues qu'on peut saisir. Voilà, ça prend du temps, mais je crois que c'est important de le faire pour soi aussi aller bien, parce que tout ça est très prenant. Et quand il y a des structures qui le permettent, il ne faut pas hésiter. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans votre relation avec votre frère, dans le regard? Dans la relation, non. Non. Je ne crois pas. Dans le regard, certainement. Ouais. C'est en cours. Ouais. Ouais. C'est un processus. Oui, c'est ça. Émilie, est-ce que vous pensez... Est-ce que je peux me permettre d'intervenir juste sur ce que vous disiez juste avant? En fait, ça me touche énormément ce que vous racontez, parce que moi, à titre personnel, ma mère a été aidante pendant 15 ans. Avant que je décide de faire des études de médecine. Et c'est vrai que moi, c'est une expérience que j'ai vécue de l'intérieur de l'hôpital, aussi de tout ce que j'ai détesté, de ce que j'ai vu, des pratiques, des mauvaises pratiques, des pratiques parfois de maltraitance dans ce contexte-là. Moi, ma première accroche avec l'hôpital, ça a été celle-ci. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire des études de médecine, en me disant, en fait, peut-être qu'il y a possibilité de faire changer les choses en devenant professionnel de santé. Alors aujourd'hui, je ne sais pas. Si c'est la bonne manière de faire. Mais je pense que cette expérience aussi de pouvoir avoir d'autres regards qui ne soient pas que celui qu'on a quand on a une blouse blanche, il est aussi important, parce que il y aura toujours une petite voix dans la tête qui dira il y a autre chose, il y a un autre regard possible. Et c'est aussi ça avec la Fabrique des soignants, c'est se dire on peut tous avoir des lunettes différentes. Les professionnels de santé, ils ne sont pas indemnes de maladies ou de troubles, que ce soit des troubles psychiques ou des troubles somatiques ou quoi que ce soit d'autre. Et c'est cette idée de se dire, c'est pour ça que c'est important d'horizontaliser les choses, parce que chacun peut être touché par ces expériences-là. Chacun, effectivement, y compris le personnel soignant, qui ne sont pas des super-héros. Et c'est là où le Covid a été un peu compliqué, dans la mesure où il y a eu un peu quand même ce narratif-là qui a pu être infusé. Est-ce que, Émilie, vous pensez que du coup, le fait de parler, d'humaniser en fait quelque part, et d'être moins dans ce narratif de super-héros, ça peut recréer des vocations, notamment en psychiatrie? Vaste sujet. L'association Derrière la blouse, on l'a aussi créée parce qu'on voulait montrer des portraits de professionnels de santé derrière la blouse. Et se dire, ok, il y a un peu la figure du médecin, mais il y a aussi des humains derrière qui ont aussi des choses à partager. Et c'était cette volonté de se dire, il y a une espèce de
de blues entre les patients, les soignants, mais c'était aussi l'objectif de l'enlever, de la mettre au placard et de se poser la question de comment on peut aussi échanger en dehors de ces carcans-là qu'on peut avoir et de fluidifier la parole parce qu'on peut s'apporter plein de choses, parce que vous êtes expert de votre expérience. Et on peut vous Exactement. aider. Ah oui. C'est ça. Parce qu'à force de s'occuper de sa personne, on peut vraiment vous aider et on sait ce qu'il faut faire. C'est ça. Et c'est pour ça que nous, on a créé la fabrique des soignants en se disant, en fait, les soignants, c'est tout le monde, c'est tous les gens qui sont concernés par le sujet de la santé. Il faudra faire un sujet fabrique des soignants, du coup, avec Juliette et Aline, moi, je pense. Mais oui. Avec plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos témoignages. Merci à vous. Très fort. Merci. Table ronde très émouvante, je le suis également. Et dans tous les cas, effectivement, on en parlait avant. Je pense que l'engagement en santé mentale vient toujours aussi d'un engagement un peu personnel. À présent, on va parler en fait d'un public justement dont il faut prendre soin, les plus jeunes. Parce qu'effectivement, plus on fait de la prévention en santé mentale, plus on développe l'écoute. Je ne sais pas si vous m'entendez tout le temps bien. Si, c'est bon. Plus on développe l'écoute, l'empathie, plus on diminue en fait les risques de troubles psychiques. Il faut savoir qu'actuellement au lycée, les risques de dépression ont vraiment beaucoup augmenté. En 2023, on notait que ça concernait 36% des jeunes, alors majoritairement des jeunes filles à 45%. Il y a quelques études aussi qui se mettent en place pour parler de la santé mentale des jeunes enfants, notamment la récente étude ENAB en 2023, qui a été pionnière sur le sujet. En tout cas, tout ça nous dit que plus on prend effectivement le problème tôt, mieux c'est. Plus effectivement on apprend aussi aux enfants à repérer et à s'écouter en termes de signaux d'anxiété et de dépression, plus effectivement le soin est facile. Pour cette dernière table ronde, j'aimerais justement accueillir plusieurs personnes qui s'engagent en faveur de la santé mentale des enfants et des jeunes adultes, parce qu'on va parler des enfants de tous âges. Donc, le docteur Vincent Trébossan, praticien hospitalier à l'hôpital Robert Debré. Bonsoir Vincent. Céline Loubière, responsable développement et partenariat du Psycom. Rémi Bailly, chef de service en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent en psychiatrie publique. Merci beaucoup de nous rejoindre pour cette table ronde avec un enjeu effectivement assez important sur les jeunes. On l'a vu, alors encore une fois avec le Covid, qui a vraiment catalysé des problématiques de troubles psychiques chez cette cible-là, pardon. Alors, par contre, on ne s'adresse pas de la même manière à des enfants qu'à des ados, qu'à des adultes. Et donc, chacun, en fait, vous avez mis en place des projets qui sont innovants sur la manière, en fait, de s'y adresser. Céline, j'aimerais commencer avec vous. Donc, avec le Psycom, vous avez mis en place une mini-série d'animation qui s'appelle le Jardin du Dedans. Donc, le Psycom, c'est un organisme public qui est en charge de déstigmatiser la santé mentale. Pourquoi avoir choisi en fait, de vous adresser aux 8-11 ans en particulier ? Donc bonjour à tous et à toutes. Alors, pourquoi avoir choisi de s'adresser à cette cible-là ? En fait, donc le Psycom, effectivement, on fait de l'information sur la santé mentale au niveau national. Et on a une approche un peu particulière, c'est qu'on va vraiment avoir une vision à 360 degrés de la santé mentale. L'idée, c'est de faire de la promotion, donc promouvoir la santé mentale auprès de toute la population, comprendre ce que c'est, comprendre quels peuvent être les éléments qui peuvent nous alerter, comment prendre soin, etc. Et aussi aborder la question de la souffrance psychique, difficultés psychiques et troubles psychiques quand ça arrive. Et dans ce cadre-là, en fait, c'est en rédigeant une brochure qui s'appelait Santé mentale et enfance, où on faisait tout un travail de recherche pour mettre en avant en fait cette thématique, que je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un énorme gap, un trou en fait, c'est-à-dire que il n'y avait pas forcément de contenu qui proposait, qui permettait aux enfants en fait de parler de santé mentale. Où on s'adressait à eux et on leur disait
tu sais que tu as une santé mentale et tu sais ce que c'est la santé mentale, tu sais comment elle s'exprime, etc. Alors il y avait des livres, il n'y avait pas absolument rien non plus, il y avait quand même des ouvrages qui existaient, mais il n'y avait pas forcément d'outils qui permettaient un débat et un échange collectif. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'on a impulsé la création d'un outil pédagogique qui était le premier volet, en fait, de ces supports, donc qui s'appelle donc le Jardin du Dedans, qui est un outil pour assurer des animations en collectif auprès des enfants 8-11 ans. Quand même le constat qui m'avait quand même profondément choqué, c'est qu'il y avait quand même des éléments, on donnait des pistes aux enfants sur donc les compétences psychosociales étaient quand même très très bien développées et le sont très bien dans les écoles, mais les compétences psychosociales n'étaient pas liées à la santé mentale. Okay. On leur parlait d'éventuellement, il y avait des soutiens à la parentalité, donc on aidait les parents pour prendre soin de la santé mentale de leurs enfants, très bien, ou on parlait aux enfants des troubles psychiques de leurs parents. Donc en fait, c'était séquencé comme ça, mais c'est vrai qu'à aucun moment il y avait ce mot qui était posé directement auprès d'eux. On ne s'adressait pas directement à eux avec leurs mots. Et on ne leur disait pas directement « tu as une santé mentale » et parlons de ta santé mentale. Ouais. Sans force. Et parler de ta santé mentale, l'idée n'est pas de dire « raconte-moi tous tes traumas, toutes tes difficultés ». C'est aussi parlons de ce que tu ressens, posons des mots sur cette notion de santé mentale comme on parle de la santé physique finalement, quoi. Exactement de la même manière. Et donc pour poursuivre, après ce premier volet, en fait, on a eu le soutien de la Fondation Aesio pour développer, effectivement, impulser en tout cas le projet d'une série d'animations pour parler de santé mentale, pour les plus petits pour le coup, et qui serait diffusée à la télé si on arrive à aller au bout. Super. Et pourquoi avoir choisi le nom, le Jardin du Dedans, ce nom spécifiquement? Alors ça, c'était un projet avec entre collègues. On réfléchissait à ce qu'on pouvait faire, quelle métaphore utiliser pour parler de santé mentale. Parce que la difficulté pour évoquer ces sujets-là, c'est que c'est quelque chose d'abstrait, la santé mentale. Donc très souvent, quand on en parle, d'ailleurs, le problème, c'est qu'on en parle souvent uniquement au travers du trouble ou du diagnostic psychiatrique. Donc on fait le bon en se disant alors la santé mentale égale trouble psychique égale diagnostic, d'ailleurs, c'est plutôt ça qu'il faut dire, ce qui est vrai en partie mais on ne peut pas résumer à ça. Donc du coup l'idée c'est de trouver les bons mots pour parler de ce concept complexe, un peu diffus, et donc c'est en échangeant donc, avec ma collègue qui est dans la salle, elle a pensé à l'idée d'un jardin, et après c'est avec l'illustratrice jeunesse qu'on a un peu étoffé cette idée d'un jardin, un jardin intérieur, le jardin du dedans. Voilà, c'est parti comme ça, et ça marche, ça parle très très bien aux enfants, et la métaphore ça fonctionne. C'est très parlant, effectivement, c'est très parlant, c'est un jardin, c'est quelque chose qu'on cultive, qu'on nourrit. Vincent, vous me voyez arriver avec mon liant. Donc Vincent, vous avez mis en place un projet autour de l'éco-anxiété des enfants, notamment avec des séjours thérapeutiques pour les reconnecter à la nature, et je crois plutôt les enfants issus de milieux défavorisés. Donc c'est le projet que soutient la Fondation Aesio. Pourquoi avoir choisi effectivement la nature comme médium en fait pour parler de santé mentale à ces enfants-là? Alors bonsoir à tous et merci pour l'invitation et merci au soutien de la Fondation Aesio. Alors pourquoi choisir la nature? On avait déjà en fait dans le service avant le soutien de la Fondation Aesio une personne qui nous accompagnait autour d'ateliers autour du jardinage. On a de la chance dans le service dans lequel je travaille d'avoir des jolis jardins, à vrai dire. Donc on avait déjà des espaces verts à disposition qu'on exploitait assez peu. Et évidemment, avec les sujets que sont le réchauffement climatique, on en a parlé tout à l'heure, et les préoccupations autour de l'écologie, le sujet de l'éco-anxiété a émergé. C'est aussi un sujet qui a émergé auprès de nos patients avec qui on échange tous les jours. Et donc on a effectivement développé ces projets à la fois de séjours thérapeutiques, mais aussi d'ateliers au sein du service et d'ailleurs aussi en dehors du service. Donc pour des patients qui sont pris en charge par le service, au sens large, et effectivement en privilégiant plutôt des patients défavorisés qui n'ont pas accès ni à des séjours en colonie de vacances, par exemple, du fait de leur handicap, de leurs difficultés ou du fait de leurs difficultés plutôt socio-économiques, quoi. Et la nature, ça permet de
de parler de plein de sujets finalement. Alors les ateliers, les médiations d'une manière générale, ça permet de parler de plein de choses, et avec certains enfants, et notamment des enfants qui ont des difficultés à verbaliser leurs émotions ou même avoir accès aux émotions, le fait de faire quelque chose permet de rebondir et d'accéder parfois à certaines émotions comme l'anxiété par exemple. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce média-là. Et est-ce que l'éco-anxiété est davantage présente chez les jeunes que vous accompagnez, ou c'est même titre que d'autres? Alors tout dépend quelle définition on fait, je rejoins. De l'éco-anxiété. Ouais, alors là je parle d'éco-anxiété en termes de troubles anxieux, Ouais. donc pas d'éco-inquiétude ou tout ce qu'il peut y avoir autour. Alors on a une population qui est effectivement beaucoup plus vulnérable aux troubles anxieux que la population générale des enfants, et une des thématiques de cette anxiété peut être la thématique écologique, qui peut être, souvent il y a plusieurs thématiques qui se mélangent, mais ça peut être une des thématiques. Donc c'est effectivement une préoccupation qu'on retrouve fréquemment. On trouve ça fréquemment dans une population, notamment d'enfants avec troubles du spectre de l'autisme, qui est une population qui est beaucoup suivie à l'hôpital Robert Debré, là où je travaille. Vous, Rémi, vous souhaitez renforcer l'accès aux soins aux jeunes qui souffrent du syndrome d'Hikikomori. Donc, c'est un syndrome d'anxiété généralisée qui pousse les jeunes à limiter au maximum leurs interactions sociales, à avoir peur de sortir, à avoir peur de poursuivre des études en présentiel, à avoir peur effectivement d'avoir des relations également affectives. Est-ce que vous avez décidé de développer du coup une maison virtuelle pour ces jeunes-là parce qu'il y avait une problématique particulière par rapport à ces jeunes-là, ou parce que c'était aussi un médium qui vous semblait adapté de manière générale pour les jeunes? Bonsoir et merci pour cette table ronde, effectivement. Alors, on a choisi de... Bon, le syndrome de Hikikomori, ce n'est pas un diagnostic, c'est une situation qui peut regrouper des personnes qui sont malades d'une pathologie psychiatrique ou pas, déjà. Et donc, le problème qu'on a, c'est que ces personnes, donc, en ce qui me concerne, des adolescents ou des jeunes adultes, restent enfermés à la maison et ont beaucoup de mal à venir nous rencontrer en consultation. C'est pour eux très difficile, c'est un effort très très important. Et donc on se retrouve dans cette situation paradoxale d'avoir à leur demander de venir nous voir pour les guérir, mais pour venir nous voir, il faudrait déjà être guéri. Donc il faut qu'on réfléchisse à la façon dont on peut les rencontrer. Et une de ces façons, c'est effectivement de nous-mêmes investir ces espaces virtuels que ces adolescents connaissent et dans lesquels ils sont assez à l'aise. Donc c'est une façon de créer un lien en confiance sur des réseaux que nous créons et qui ne sont pas les réseaux sociaux des médias, etc., qui ne sont pas, eux, sécurisés et qui véhiculent éventuellement des idéologies qui ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire que cette maison virtuelle des adolescents, c'est quelque chose que vous développez, vous, en propre, en fait, sur vos serveurs, avec votre savoir-faire à vous? Alors, on est en train, effectivement, de construire, notamment avec les financements Aesio, une plateforme avec des serveurs spécifiques qui seront sécurisés par l'hôpital pour qu'on puisse être comme dans un jeu vidéo. On rentre en fait dans un univers qui est comme un jeu vidéo et les patients et les soignants sont incarnés par un avatar. Et on peut se parler et jouer ensemble. Il faut savoir que jouer en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, ça fait partie des médias thérapeutiques. Donc on va jouer avec ces adolescents ou discuter ou se balader dans des univers virtuels qui peuvent être des univers citadins ou des univers d'ailleurs de forêt ou de nature, parce que évidemment on va toucher aussi ces populations qui sont particulièrement touchées par l'éco-anxiété. Et c'est quoi du coup l'objectif de ces jeux? L'objectif de ces jeux, c'est d'entrer en confiance, c'est de créer une relation de confiance, une relation qui a un sens pour l'adolescent. C'est-à-dire que si moi j'arrive en lui disant tu restes à la maison, c'est pas normal, tu as un problème, on va pas parler longtemps. Non, ça n'a pas trop marché. Alors que si je lui dis ça me concerne quand même, le fait que tu restes à la maison comme ça, tes parents sont inquiets, et moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui pourrait t'aider, qu'est-ce qui pourrait te... Pour ça, il faut qu'on ait un espace, un lieu de rencontre.
Donc ce lieu peut être un espace virtuel de type gaming. Ceci dit, on espère, on construit le projet de façon à les rencontrer aussi en présentiel. C'est-à-dire on ne fait pas uniquement des rencontres en virtuel. Ça va être une passerelle justement vers le présentiel. C'est ce qu'on souhaite. Okay. C'est ce qu'on souhaite. Et vous, Céline, la Psycom, le fait de choisir l'animation, parce que vous auriez pu choisir la BD ou des ateliers ou du théâtre, etc. Quel a été le parti pris derrière ? Alors, pour l'animation, donc pour le premier volet du projet, c'était le fait de pouvoir susciter du débat collectif, donc déjà entre les enfants et au sein. Alors, il s'utilise souvent dans les écoles, en périscolaire, bibliothèques, etc. Et c'est vrai que c'était de pouvoir introduire le débat autour de la santé mentale dans ces univers-là. Et ce qui est vraiment intéressant quand on est dans une dynamique d'animation collective comme ça, c'est de pouvoir se reposer aussi sur le groupe et de voir comment ça circule entre eux, en fait. Et alors, il y a toujours le médiateur qui est là, l'animateur qui est là pour distribuer la parole et tout ça. Mais les enfants ont énormément de choses à dire sur ces questions. Et il y a vraiment, on parlait beaucoup d'entraide tout à l'heure, et clairement, il y a aussi de l'entraide, de l'appui qui existe même en CM1 ou CM2, quoi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement riche et intéressant. Voilà. L'une des craintes qu'on pouvait... on a commencé à réfléchir à ce projet avant le Covid. Quand on en parlait, quand on allait rencontrer des acteurs hors champ de la santé mentale, donc plutôt de l'éducation, systématiquement, on nous disait oui, c'est intéressant, mais quand même, est-ce que c'est pas un peu risqué, quoi, de parler de santé, de parler de ce sujet-là c'est quand même, c'est possible que les enfants disent des choses tellement compliquées qu'on ne sait pas quoi en faire, et voilà. Ouais. Donc, le parti pris, finalement, peut-être pas complètement assumé, mais qui était celui qu'on constatait, c'était un peu on verra plus tard, on met le petit mouchoir sous le tapis et voilà, on n'en parle pas. Clairement, là, pareil, plusieurs personnes ont évoqué le Covid, qui a été une sorte de changement radical, catastrophique sur plein d'aspects. Mais pour le coup, pour la santé mentale, ça a été un élément, ça a été un accélérateur quand même pour parler de ces sujets. Et clairement, pendant la période du Covid, ce qui était assez phénoménal, c'était de voir que là, les enfants, finalement, ne laissaient plus le choix, en fait. Aux adultes, c'était, vous avez dû le voir, vous, dans vos pratiques, ils exprimaient alors un mal-être, la nécessité, en tout cas, qu'on s'intéresse à ces questions et qu'on en parle avec eux. Nous, on avait cet outil-là qui a pu être proposé. Maintenant, l'enjeu, c'est aussi de parler aux enfants de santé mentale, mais pas uniquement au travers du trouble, de la souffrance, mais aussi de pouvoir en parler au travers de l'équilibre, les ressources dont ils disposent. Et les ressources, tout ne repose pas sur eux. Ouais. Ils ont des ressources, mais c'est surtout voir ce qu'il y a autour de soi, sur quoi on peut s'appuyer, à quel moment, etc. Et ils s'en saisissent extrêmement bien de ce sujet. Et les fameuses thématiques qui pouvaient faire très peur, effectivement, en l'occurrence, dans toutes les expériences qu'on a pu avoir, il n'y a pas eu de situation problématique. En revanche, c'est sûr que les enfants parlent de mort, parlent potentiellement de la maladie d'un proche, mais comme ils peuvent parler du foot, d'autres qui vont vous parler de leur séance chez le coiffeur qu'ils adorent. Donc c'est tout ça à la fois, mais c'est leur vie, c'est leur réalité. Donc en fait, il faut pouvoir donner des espaces de parole pour qu'ils puissent parler de ça. Parce que si on n'en parle pas, en fait, il se pose 10 000 questions. Ouais. Voilà. Et donc du coup, la série vient un peu comme un médium pour enclencher la discussion, soit entre eux, soit avec les parents, soit avec le personnel éducatif. Donc le premier projet était effectivement de faire quelque chose de collectif, mais alors on a voulu aller plus loin et se dire que l'idée de cette série, en fait, c'était de pouvoir s'adresser donc aux enfants via la télé, le média de la télé, qui était quand même quelque chose de plus, qui touche tout le monde, beaucoup plus largement. Parce que là, finalement, le premier outil, si vous voulez, dépend aussi de la proactivité d'un professionnel qui va se dire, j'ai envie de proposer cet outil à mes élèves, par exemple. Là, l'idée de la série, c'est de se dire qu'en fait, on vise grand. Donc, on travaille avec une société de production qui s'appelle Mio Productions. On est en contact là avec France Télévisions pour voir ce qu'il est possible de faire, comment on pourrait développer les choses. Et l'idée, c'est vraiment de se dire que finalement, chaque enfant
à un moment donné dans son parcours, enfin on espère, aura accès à un moment, à une série qui lui permettra qui abordera la question de la santé mentale de manière accessible, pas extraordinaire, pas bébête, ouais. Mais pas non plus trop compliqué. Ouais. On est vraiment sur du ludo-pédagogique. Et l'idée, c'est ensuite aussi de pouvoir insuffler donc de l'échange avec le parent. Okay. Voilà, parce que les parents quand même sont assez sont visés aussi par la série. Oui, vraiment, effectivement, de normaliser aussi l'échange sur la santé mentale au sens large, et pas qu'à travers le trouble, avec les enfants. Vincent, du coup, vous, quel rôle elle joue, la nature, dans vos échanges avec les ados que vous accompagnez? Comment ça se passe? Est-ce que il y a un déclic qui se fait? Quels sont les bénéfices? Alors, la nature n'est pas le seul sujet qu'on aborde avec les adolescents, bien évidemment, mais notamment lors du séjour thérapeutique, parce que j'y étais avec Caroline qui est dans la salle également. On est parti avec un petit groupe d'enfants et on avait beaucoup d'ateliers autour aussi des thématiques écologiques. Hein. Enfin, voilà, c'était très orienté à la fois sur le lieu, etc. Et en fait, alors c'était uniquement des enfants qui étaient suivis dans le service, hein, donc avec des troubles divers et variés. Mais ça a pu mettre en lumière à la fois les préoccupations qu'ils pouvaient avoir autour de la nature, mais aussi de leurs difficultés et de leurs symptômes. Et finalement, voilà, d'être dans la nature, mais d'être aussi dans un espace qui était un espace serein, c'est-à-dire avec des adultes qui connaissent, qui savent, ça a permis de parler de leurs difficultés, mais aussi de leurs forces dans plein de domaines. Et je crois que le fait d'être dans la nature, d'être ailleurs, d'être aussi dans un espace qui n'est pas leur espace habituel, qui n'est pas non plus l'espace de l'hôpital, avec des barrières entre les adultes et les enfants qui n'est plus la même qu'à l'hôpital, et notamment entre soignants et enfants hospitalisés. Ça a permis de vraiment libérer la parole. Mais c'est ce qu'on voit aussi lors des ateliers. Hein. Moi, j'y participe pas nécessairement, mais il y a plein de soignants qui y participent. Et ça permet des échanges qui ne sont pas des échanges d'entretien, de consultation, et qui vont forcément apporter beaucoup d'éléments, à la fois pour mieux les comprendre, mais aussi mieux les accompagner et les aider. Donc la nature, ça fait partie, et nos ateliers autour de la nature font partie de nos outils thérapeutiques. Ça n'est pas le seul, et ça n'est pas le seul qu'on utilise, évidemment. Mais ça fait partie du panel d'outils qui est maintenant assez ancré dans le service, quoi. En tout cas, ça aide à libérer la parole et à sortir d'un cadre effectivement qui peut être trop médical parfois et bloqué. Exactement. Rémi, vous avez fait quand même un sacré pari par rapport, je pense, au gaming, au digital, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent les réseaux sociaux, le digital, le gaming, vraiment c'est le mal pour la santé mentale. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre d'objection? J'ai une réponse qui dure plusieurs heures. Alors du coup, en 3 minutes. Je réponds que le plus important, c'est de se sentir en confiance et de se sentir en confiance dans un dialogue avec les personnes qui sont là pour vous aider à être en bonne santé. Ouais. Et que c'est ça qui prime. C'est-à-dire que là, avec ce projet, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, on propose un lieu où on peut échanger en confiance dans un code, dans un univers qui est habituel pour les adolescents. Il est moins habituel pour un certain nombre d'adultes dont je fais partie, c'est-à-dire je ne suis pas un gamer. Donc pas encore. Pour nous, pas encore, j'apprends. Pour nous, c'est un peu moins confortable, c'est-à-dire qu'on sort, nous, un petit peu de notre zone de confort et on va... C'est la dynamique de l'aller vers, hein, on en parlait. On va vers ces adolescents, mais là, on y va pas uniquement physiquement, mais aussi imaginairement et virtuellement. Et c'est vrai que le virtuel peut être aussi un passage vers le réel, enfin, en tout cas un médium, effectivement, pour transmettre, pour un premier pas, quoi, en tout cas. Oui, et on part de cette idée que déjà, nous tous, adolescents et adultes au moins, nous sommes tout le temps connectés. Nous sommes tout le temps en présence quelque part. Là, nous sommes ici dans cette pièce, mais nous pouvons communiquer par SMS ou avoir des liens par Internet avec... Bon, donc on est tout le temps dans les deux mondes. Et bien là, c'est simplement d'intégrer cette idée simple, qui est un constat de notre société, dans les processus de soins classiques.
Très bien. En fait, il ne faut pas forcément diaboliser le digital ou le jeu vidéo. C'est un outil, finalement. Ça dépend ce qu'on en fait. Si vous aviez un message clé, notamment par rapport aux jeunes générations, parce qu'on le sait que c'est quand même en termes de santé mentale une population particulièrement vulnérable et un âge aussi structurant pour la suite, si vous aviez un message clé pour faire avancer le sujet, quel serait-il ? Comme vous voulez. Ce qui me vient, c'est vraiment de repasser par la préoccupation de la santé et non pas de la maladie. C'est-à-dire que le bon axe, c'est qu'est-ce qui va t'aider pour que tu te sentes mieux, pour que tu te sentes en bonne santé. Et à partir de là, effectivement, on peut remonter, on rencontre la personne, on rencontre vraiment la personne. Quelles sont ces représentations de la bonne santé? Et à partir de là, on peut reconstruire ensemble ce qu'est une demande de soins. C'est vraiment ça, pour moi, l'idée principale. Mais j'ai l'impression qu'il y a traversé là, les 3 tables rondes. Oui, et c'est vraiment intéressant parce que ce qu'on avait constaté aussi quand certaines interventions qu'on a faites auprès de certains enfants, c'est que l'aspect bonne, c'est-à-dire qu'est-ce qui me fait du bien, comment je me sens quand je vais bien, pas mal d'enfants avaient beaucoup de difficultés à l'identifier. Ils étaient tellement dans des vies complexes, en fait, que autant les problématiques, les difficultés, alors ils vous les disaient assez rapidement, mais comme si c'était même plus un problème en soi. Et en revanche, mais quand tu te sens bien, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu fais? Ils avaient beaucoup de difficultés. Donc il y a aussi cet aspect aspect peut-être plus positif, même si c'est pas, j'aime pas trop l'idée de faire positif et négatif, mais quelque chose, en fait, cette notion de plénitude, de bien-être aussi, qui est quand même importante aussi à rappeler pour quand même un bon nombre d'enfants. Et moi, si j'avais un message, alors c'est peut-être pas tant pour les enfants eux-mêmes, mais c'est plutôt pour les adultes, en fait, qui sont, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas hésiter à parler de ce sujet, et qu'encore une fois aussi, on parlait aussi tout à l'heure de démocratie, d'ouverture, etc. Et c'est ce que vous disiez, c'est que la santé mentale, c'est large. Il y a l'aspect maladie, mais il n'y a pas que, loin de là. Et donc, on peut s'en saisir même si on n'est pas psychologue, psychiatre. Et ça, c'est quand même important de le dire parce que ça fait encore un peu peur, ce sujet. Il y a encore pas mal de tabous. Et voilà, donc oser en parler, oser laisser des espaces de parole. Voilà, on y va. On y va. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit juste avant moi, et pour compléter, voilà, je pourrais dire la même chose, en parler beaucoup, mais aussi pour en parler bien, voilà, que tout le monde ait accès à un niveau d'information qui soit le même. Et je pense que c'est un truc important qu'on essaye tous de faire, enfin que Psycom fait beaucoup en l'occurrence, qu'on essaye aussi un peu de faire sur le site internet clepsy.fr pour les parents. Mais l'idée, c'est que voilà, tout le monde ait accès à un niveau aussi de connaissance, voilà, et qui ne soit pas pyramidal, justement. Émilie en parlait aussi tout à l'heure, voilà, qu'il n'y ait plus cette hiérarchie entre les sachants et les personnes concernées. Et donc, on a un gros effort tous à faire, et notamment nous, du côté aussi des professionnels, pour donner ces informations de qualité juste à tout le monde, et y compris aux enfants et aux adolescents. Exactement, une vraie démocratisation du savoir et sortir effectivement des murs de l'hôpital, du médical, et se rendre compte que voilà, la santé mentale, c'est pas uniquement le trouble, la santé mentale, c'est toute une palette d'émotions, de vie, et puis oui, et puis le point aussi de l'information, parce que c'est vrai qu'on a quand même très peu d'informations, de connaissances sur la santé mentale, alors que typiquement sur la santé physique, on sait que quand on a mal à la tête, on prend du paracétamol. Typiquement, est-ce qu'on peut avoir ce même type de réflexe qui est un niveau vraiment de base? Le chantier est encore vaste. En tout cas, beaucoup d'initiatives très novatrices, très, très engagées. Merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Alors certes, effectivement, 2024, une année charnière, beaucoup de choses qui ont été faites par rapport au fait de briser le tabou sur la santé mentale, de se faire rencontrer les gens, parce qu'on a quand même beaucoup parlé de rencontres entre soignants et personnes concernées, entre personnes aidantes, entre parents, entre enfants, adultes, etc. Donc on est vraiment dans une démocratisation des savoirs et des pratiques sur la santé mentale. On voit que la Fondation Aesio
AESIO soutient sur tout le territoire ces initiatives. On va parler maintenant de la prochaine initiative, de la prochaine thématique que va soutenir effectivement la Fondation AESIO. Et pour nourrir un petit peu le débat, on va dévoiler quelques chiffres du baromètre qui a été fait en partenariat avec l'IFOP. Et j'appelle Marion Chal-Parot pour nous donner quelques mots. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais avoir la tâche difficile de vous garder encore un petit peu d'attention alors que ça fait un peu de temps que vous êtes assis. Mais j'ai une aide, c'est que je vais vous montrer quelques slides à l'écran. Ça aide toujours à garder l'attention. Puis je vais vous présenter quelques chiffres. Vous n'en avez pas eu encore, donc ça va peut-être réveiller votre attention et vous garder avec moi jusqu'à l'heure du cocktail. Alors, sans plus attendre, la révélation donc, de quelques premiers enseignements du baromètre qu'on mène avec la Fondation depuis maintenant 4 ans, puisque en 2021, alors que le grand public découvrait un petit peu ou un peu plus les enjeux de santé mentale, parce qu'on avait passé quelques temps enfermé chez soi pendant le Covid, donc d'un seul coup ça avait un petit peu émergé. En 2021 on a commencé à réaliser ce baromètre pour la Fondation AESIO. C'est un baromètre qui est réalisé auprès du grand public. Alors par grand public on entend quoi? C'est un échantillon qui est représentatif de la population française, tout simplement. On a interrogé une France en miniature. À l'instar de beaucoup d'études qu'on publie, on a interrogé un échantillon d'un peu plus de 1000 personnes, 1053, qui est donc représentatif de la population âgée de 15 ans et plus. Ça, c'est intéressant parce que souvent les études, c'est à partir de 18 ans. Et là, on s'est dit, mais en fait, c'est un sujet qui concerne aussi les plus jeunes. Alors, on ne descend pas en dessous parce qu'il faudrait l'accord des parents, mais on interroge à partir de 15 ans. Et alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est un baromètre qu'on mène tous les ans à la même date, fin août, après les retours de congés, ou pendant les congés pour certains, mais que cette année, c'était aussi la parenthèse enchantée des Jeux olympiques ou paralympiques. Et donc, on voit qu'il y a quelques indicateurs. Alors, l'avenir nous dira si c'est un effet JO, mais il y a quelques indicateurs intéressants qui évoluent positivement, fort heureusement. Alors, justement, premier indicateur qui est très intéressant de regarder, c'est l'autodiagnostic de son état de santé mentale. Comment les Français jugent leur santé mentale? Ce qui est positif, c'est qu'ils sont quand même 43% à nous dire « pas de problème, moi, très bon, si c'est pas excellent ». Donc ça, c'est un indicateur positif. Et puis ce qui est positif aussi, c'est la petite évolution que vous voyez en bas à droite de la slide. C'est la part de ceux qui estiment être en très bon état de santé mentale qui progressent très positivement cette année, plus 5 points. Alors là encore, forcément, on est obligé de se questionner sur la conjoncture. On voyait que l'environnement, le monde dans lequel on vit influe sur notre santé mentale. Eh bien là, forcément, on a vécu une petite parenthèse enchantée, en tout cas surtout en région parisienne, je crois. Faudra voir si ça se confirme. Ce qui est un peu plus inquiétant, c'est quand même de savoir qu'il y a 1/5 des Français qui estiment être en mauvais état de santé mentale. Donc c'est quand même un chiffre qui est assez important. Et surtout que les résultats sont très hétérogènes en fonction des publics qu'on interroge. Alors je vous laisse imaginer quels sont ceux qui nous disent être le plus en mauvais état de santé mentale. Eh bien, ce sont les femmes qui sont 2 fois plus que les hommes, quand même 2 fois plus, à nous dire être en mauvaise santé mentale. Et puis, les CSP les plus modestes, les catégories sociales les plus modestes, elles sont 4 fois plus nombreuses que les CSP aisés. On a 8% de la population dans les classes sociales les plus aisées qui s'estiment être en moins bon état de bien-être mental, alors qu'elles sont 32% chez les CSP modestes. Un autre indicateur intéressant et qui évolue un petit peu, c'est celui de l'attention que l'on porte à sa santé mentale. Alors c'est un indicateur que, en tant que sondeur, moi j'aime pas beaucoup parce que j'ai un 50%, je sais jamais trop quoi en faire. Mais quand même, retenons que la moitié des Français affirment faire attention à sa santé mentale. C'est quelque chose de plutôt
c'est mi-figue, mi-raisin, donc ça dépend de quel côté vous vous placez, si le verre il est vide ou plein. Moi, je trouve ça pas... alors qu'on en parle beaucoup, je trouve que ça reste peut-être pas suffisant. Mais ce que je voulais indiquer, c'est peut-être la part de ceux... Regardez la part de ceux qui disent ne pas y faire attention, c'est tout en bas, ne pas y faire attention et puis ne pas compter le faire. Ça, c'est quand même un chiffre qui est un petit peu... Voilà, on se dit, bon... Eh bien, cette part, elle diminue de 5 points depuis le début des mesures. Comme si le sujet de la santé mentale, maintenant, les Français s'en saisissaient davantage. Et Madame Barabas, vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde s'accorde à dire que c'est un sujet très, très important. Donc, il serait quand même temps qu'on y fasse un peu plus attention. Alors, sur la slide suivante, que je vais introduire... ce que je voulais dire, c'est que, donc, vous l'avez dit tout à l'heure, madame, c'est fondamental d'être en bon état de santé mentale pour les Français parce que ça fait partie de la bonne santé. Être en bonne santé, c'est physique et mental. Ils s'accordent tous à dire ça. Mais vous l'avez dit aussi un peu, ils sont 3/4 d'entre eux à estimer que le sujet est tabou. Alors que c'est fondamental, en même temps, on se dit, on n'arrive pas à en parler. Alors pourquoi on n'arrive pas à en parler ? Eh bien, principalement parce qu'on craint le regard des autres. Encore aujourd'hui, en 2024, alors qu'on en parle de plus en plus, on a plus de la moitié des Français qui estiment que si c'est difficile de parler du bien-être mental aujourd'hui, c'est avant tout parce que j'ai peur du regard des autres. Peur du regard des autres et peur d'admettre mes faiblesses. Et ça prime sur tous les autres sujets. C'est pas parce qu'on trouve que c'est secondaire, c'est pas parce qu'on manque de temps, c'est pas parce qu'on ne sait pas à qui s'adresser, en tout cas beaucoup moins. C'est juste parce que j'ai une appréhension à en parler. Et en parlant d'appréhension, on a quand même 46% des Français qu'on a interrogés qui jugent qu'il est très difficile de parler de son bien-être mental, de son état de santé mentale avec ses proches, avec son entourage. Et par rapport à ce que vous disiez en table ronde tout à l'heure, finalement, on se rend compte que c'est plus facile parfois, alors ça reste compliqué, mais pour les personnes qu'on a interrogées, un peu plus facile d'en parler à des gens qui vivent la même situation que soi, sur des lignes d'écoute, des groupes. Là, bon, mais à ses proches, c'est très difficile. Mais pourquoi ? Voilà, parce que par fierté et parce que c'est difficile d'admettre ses faiblesses, principalement. Alors même que tous les Français s'accordent à dire que la santé mentale, c'est un sujet où les épisodes de souffrance psychique, ce sont des épisodes qui peuvent toucher tout le monde. Donc il y a un vrai paradoxe. Alors cette année, avec la Fondation, le baromètre, les baromètres, classiquement, on a des indicateurs qu'on suit dans le temps, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir les évolutions, puis on fait des focus. Cette année, on a fait un focus sur les violences, les épisodes de violence et l'impact qu'ils peuvent avoir sur le bien-être mental. Ça a été un peu évoqué dans la première table ronde. Premier enseignement que vous voyez derrière moi, c'est qu'au cours des 5 dernières années, 1/3 des Français affirment avoir été victimes de violences. Alors, la définition qu'on a donnée des violences a été volontairement très large. C'était des violences physiques, verbales, psychiques ou économiques, etc. En fait, l'important, c'était pas tant de savoir ce que c'est une violence, mais ce que les Français perçoivent, eux, avoir vécu comme étant violent. Et donc, pour 32% des Français, ils ont connu au cours des 5 dernières années un épisode de violence. Alors évidemment, on parlait des catégories modestes tout à l'heure, c'est plus fréquent chez les catégories modestes. C'est aussi plus fréquent chez les jeunes dans un contexte personnel. 1/3 des jeunes qu'on a interrogés, donc moins de 35 ans, nous disent avoir connu des violences dans une situation personnelle. Et puis, c'est intéressant de le souligner parce que c'est l'objet de la table ronde, de la deuxième table ronde, je crois. Les personnes qui ont quelqu'un à charge, que ce soit un enfant ou les aidants, la moitié des aidants, 47% nous disent à un moment au cours des 5 dernières années avoir vécu quelque chose d'assez violent. Alors, un indicateur très intéressant aussi, nouveau. Dans quel contexte se sont passés cet épisode de violence ? C'était dans la sphère privée, à l'abri des regards, ou plutôt dans la sphère publique ? Vous voyez que dans 7 cas sur 10, c'est à l'abri des regards. Ça aide pas à parler du sujet et puis à rendre le sujet moins tabou. Donc 7 cas sur 10, et puis très intéressant, il me semble, c'est ce qu'on appelle la ventilation à droite de la slide en fonction de la catégorie socio-professionnelle encore, où l'on voit qu'il y a des catégories socio-professionnelles où on se cache davantage généralement pour être fâché, être violent à l'égard les uns des autres ou ne pas parler
des violences, eh bien, ce sont les cadres professionnels et intellectuels supérieurs pour lesquels c'est un sujet dont on ne parle pas ou alors qu'on garde chez soi. Alors, suite à ces épisodes de violence, eh bien, comment on fait preuve de... Est-ce qu'on fait preuve de résilience? Eh bien, aux personnes qu'on a interrogées, alors là, il y a plusieurs chiffres qui sont intéressants sur la slide. Et là encore, tout dépend un petit peu... vous disiez que j'allais mieux savoir interpréter les chiffres en début de présentation, mais des fois, c'est pas facile. Et puis, tout dépend un peu de son état d'esprit, de comment on se place. Mais moi, je les interprète comme ça, ces chiffres. Alors, à la suite de ces épisodes de violence, ou le dernier, si vous en avez vécu plusieurs déjà, est-ce que vous avez retrouvé votre état de bien-être mental? C'est le 3e item que je présente là sur la slide. Eh bien, ils sont 66% à répondre par la positive. Ça veut dire qu'il y en a un tiers, quand bien même l'épisode aurait eu lieu il y a 5 ans, qui n'ont pas retrouvé leur état de bien-être mental. Et de fait, à la première question que je vous ai présentée, quand on croise les résultats, est-ce que vous estimez que vous êtes en bon état, l'autodiagnostic là, sur le bien-être mental? Eh bien, chez les personnes victimes de violences, on a croisé les 2 questions, eh bien, elles sont 2 fois plus nombreuses que les autres à nous dire être en avoir un mauvais état de santé mentale, mauvais état de bien-être mental. Donc, très clairement, ça marque sur le bien-être mental et pendant très longtemps, puisque un tiers des répondants visiblement estiment ne pas avoir retrouvé leur état de bien-être mental. Deuxième indicateur que je trouve important de souligner, eh bien, on parlait du sujet tabou, c'est le 2e indicateur. Vous en avez parlé à votre entourage de cet épisode de violence? Ben non, pour un tiers d'entre eux. Et donc, voilà. Et l'entourage, ça peut être le meilleur ami, etc. Mais il y en a un tiers qui garde ça pour eux. Donc, sur l'aspect, il faut en parler davantage, c'est primordial. Bon, très bien, mais il faudrait un peu lever le tabou. Et c'est quelque chose que les Français ont du mal à faire. Alors, bon, c'est la fin de ma présentation. Je ne vais pas vous laisser sur des notes trop pessimistes. Et je vous ai bien dit que cette slide, elle pouvait être lue de 2 façons. On a quand même, et c'est en bas de la slide, 6 Français sur 10, voire 2 tiers, qui disent aussi, quand j'ai vécu un épisode de violence au cours des 5 dernières années, eh ben, j'ai pris les choses en main. J'ai mis en place des actions pour m'en remettre, j'ai mis en place des actions pour se protéger. Ça fait partie, c'est grâce à tous les projets dont j'ai eu le plaisir d'entendre parler en cette fin d'après-midi. Donc il y a quand même des choses qui se font et que les personnes interrogées saisissent, fort heureusement. Et ce qui est intéressant de voir aussi, et que certains à la Fondation ont souligné, c'est peut-être la rapidité avec laquelle ces actions ont été menées, puisqu'ils sont un peu plus d'un tiers à nous dire je l'ai fait rapidement après avoir connu cet épisode de violence. Et donc visiblement, peut-être une facilité aussi à savoir vers qui s'en est, ou en tout cas des solutions qui émergent rapidement pour trouver des actions à mettre en place, que ce soit pour se protéger ou s'en remettre. Je vous remercie. Merci Marion. Des chiffres effectivement intéressants qui nous laissent dire que libérer la parole, c'est pas toujours évident, notamment dans la sphère intime. Il est important de créer des safe spaces, des relais, des soutiens et d'apprendre à mettre des mots sur les mots. Merci à la Fondation Aesio pour cette soirée et puis pour à l'année, toutes les actions et les engagements que vous soutenez. Par rapport aux chiffres dont on vient de voir les résultats sur les violences, de votre prochain appel à projet dont on aura les résultats en octobre est justement sur cette thématique-là, agir pour améliorer la santé mentale des personnes victimes de violences. Et donc voilà, on saura les différents projets, les différents sujets à partir de mi-octobre. Merci beaucoup, merci d'avoir été patient et d'avoir écouté toutes ces interventions avec intérêt. Vous pouvez retrouver le cocktail juste au fond à droite avec une vue plutôt sympa. J'invite les personnes qui ont participé aux tables rondes ainsi que les personnes de la Mutuelle et de la Fondation Aesio à rester avec moi ainsi que les journalistes qui sont présents dans la salle. Merci.